avec Anna Toumazov. Et bonsoir, nous sommes le 2 janvier, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré sortir de 2024, enfin. 2024 et trop de fatigue, de maladies, d'accidents, d'extinction de voix, même si vous suivez attentivement cette émission. 2024, surtout des dissolutions, des motions, des déceptions, et je pourrais continuer longtemps, mais n'est pas Kerry James qui veut. 2024, longue et pénible, sur laquelle peut-être, comme tant d'autres années éreintantes, je poserai peut-être a posteriori un regard attendri à l'heure d'écrire dessus. À la patine de la mémoire et à 2025. Cette semaine, j'ai adoré être loin de tout le monde pour Nouvel An et m'éviter enfin la contrainte annuelle de devoir courir entre les fêtes, nécessité maladive d'avoir le meilleur plan parmi une profession d'idées de fêtes sans queue ni tête. Bonne année. Cette semaine, j'ai écouté en boucle tout sauf Mariah Carey. J'aime beaucoup la femme, alors je pense qu'il faut la séparer de l'artiste à qui l'on doit ce générique des fêtes, chaque fin d'année, plus indigeste encore que les victuailles sur nos tablés, et je viens du sud-ouest, qui se posent là en termes de gavage. Mais enfin, quel plaisir, c'est enfin le moment de l'année le plus éloigné de All I Want for Christmas is You, matin, midi et soir. Je crois que la vie est un cycle éternel dont Mariah Carey tient le point de ravitaillement. La vie, d'ailleurs, qui en parle le mieux ? J'ai ma petite idée sur la question, surtout depuis que cette semaine j'ai découvert, enfin soyons honnêtes, j'ai redécouvert, les vœux de Jacques Brel adressés sur Europe 1 à l'aube de l'an de grâce 68. Il disait « Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Si ces vœux sont du meilleur augure pour vous souhaiter une bonne année, ils permettent aussi d'introduire la discussion à propos d'un artiste, Brel donc, qui permet lui-même, en ce début d'année naturellement propice à la réflexion, d'ouvrir nombre de conversations. Quelle est la spécificité de la musique belge ? Comment écrire quand tant de génies des mots nous ont précédés ? L'art dépend-il du talent ou du travail ? À partir de quand faut-il cancel des artistes ? Les chansons d'amour sont-elles politiques ? Bref, vaste et divers sujets ce soir. Volontairement, je me suis donc entourée d'artistes aux riches carrières que j'ai hâte que vous découvriez encore mieux à travers ces discussions. À mes côtés, à ma gauche, Camille Lelouch. Tu es une artiste pluridisciplinaire aux multiples talents. Découverte en 2013 par Rebecca Zlotowski alors que tu étais serveuse, tu débutes au cinéma avec Grand Central. Depuis, tu as conquis les zéniths avec tes spectacles d'humour, mais aussi les salles mythiques comme l'Olympia, aussi bien avec des blagues qu'avec tes chansons. Ces dernières années, tu déposes en effet ta sensibilité dans des albums marqués par une écriture personnelle et poignante. En 2021, tu remportes une victoire de la musique de la chanson originale de l'année pour Mais je t'aime, un tube immense en featuring avec Grand Corps Malade sorti en 2020. La même année que cette victoire artistique, en 2021 donc, tu témoignes avec courage contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, maman, tu continues de toucher un très large public que tu retrouveras bientôt dans les salles grâce à un nouvel album, 2, sorti le 6 décembre. Bienvenue Camille. Quel accueil, merci beaucoup. Avec grand plaisir, bienvenue. Autour de nous également Swing. Tu es rappeur. Après 10 ans, 5 disques et de grands succès avec ton collectif L'Or du commun, pilier parmi ceux qui ont fait briller la sémillante scène du rap bruxellois. Avec beaucoup d'énergie, tu t'es lancé dans une aventure plus introspective en solo dès 2018. Ton premier EP, Marabout, a marqué ce tournant, suivi par Alt F4 en 2020, et récemment par un album profond et abouti, Au revoir Siméon, sorti fin 2023. 15 titres d'introspection à la croisée des genres, pensés en compagnie du producteur Crayon, avec plusieurs featuring comme Prince Wally et un renouveau. Tu viens aussi de sortir un titre avec Daja que j'avais eu la chance de recevoir ici l'an passé, Rayon, où vous parlez de ce que crée la notoriété et ses grands écarts avec ceux qu'on était et ceux qu'on fréquente, les virages parfois d'avec la réalité. Bienvenue Swing. Merci. Cyril Dion. Tu es réalisateur de plein de choses, inspiré et inspirant. Tu es écrivain multi-primé, comme avec Imago, roman paru en 2017, ou encore Petit manuel de résistance contemporaine.
Réalisateur multiprimé aussi, comme avec Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent à travers 22 pays, sorti en 2015, ou encore Animal, sur notre lien au vivant en 2021, qui a eu quand même 8 prix dans des festivals internationaux et une nomination pour le César du meilleur film documentaire. Tu es aussi poète qui mêle les mots et l'action. On te doit notamment le spectacle et ouvrage Résistance poétique et un recueil paru en mai cette année, La route sans fin. Tu es enfin militant, co-créateur du mouvement Colibri dans les années 2000, figure de proue des mouvements climatiques en France, organisant des marches dès 2018. Et enfin, tu es collègue ici même à la Maison de la Radio, où tu as intégré l'équipe de la Terre au carré sur France Inter, où tu tiens la chronique La lutte enchantée. Bienvenue, Cyril Dion. Merci beaucoup. Je me fatigue moi-même là, d'avoir fait tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, Emma Peters, à mes côtés, autrice, compositrice, interprète et musicienne. Tu t'es fait connaître par des reprises, et notamment par celle de Clandestina, de l'artiste. Ton premier album, Dimanche, ton jour préféré, sorti en 2022, te vaut une nomination comme révélation féminine aux Victoires de la musique en 2023. Cette année, en juin, tu es revenu avec un nouvel album, Tout de suite, un nom que tu as trouvé en dormant. Oui, c'est vrai. 5h du matin, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. C'est à peu près ça. 3 mots, un impératif et une réalité aussi, celle d'avoir tout appris très vite du milieu artistique, dans un tourbillon mêlant les premiers projets, concerts, collaborations brillantes et récompenses. Une vie qui se métamorphose, 100 secondes pour une pause. Pour présenter à un public grandissant ce disque mêlant pop, rap et même bossa nova, tu étais à l'Olympia le 4 décembre et tu seras à la salle Playel le 14 novembre 2025. J'adore cette intro, merci beaucoup. C'est super. Bienvenue Emma, bienvenue à tous et à toutes. Ce soir, nous allons donc parler de Jacques Brel, mais pas que évidemment. Et Jacques Brel est une très bonne raison de parler de son pays d'origine, la Belgique. Et je voulais me tourner vers Swing pour parler de ce que c'est qu'être un artiste belge sur la scène française. Mais tout d'abord, une discussion a commencé en off pendant ce titre sur la Belgique et ce qu'on aime dans la Belgique. Donc ma foi, je vais vous laisser un petit peu discuter de ça. Camille, je me tourne vers toi. Tu nous parlais de la gastronomie belge. Camille, ça parlait frites et fricadelles direct. Oui, quelques aliments que j'aime bien, mais moi, on m'a fait découvrir les poulies croques, fricadelles viandelles, et bon, c'est incroyablement frit, mais j'adore ça. Voilà. Après, gastronomie belge, je pense que c'est toi qui vas nous en parler le mieux. Oui, c'est vrai que j'ai été invité pour ça, surtout par la gastronomie. Bien sûr. Ta grande compétence. Disons que on va plutôt, c'est vachement convivial, on va dire, chaleureux. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe, quoi. Voilà, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que, ouais. Et justement, on va parler de ces écarts. J'en parlais dans ton titre avec Dajak. Les écarts qu'il peut y avoir parfois socialement, etc. Qu'est-ce que ça fait d'arriver en tant que Belge sur la scène française, en sachant qu'il y a une discussion qui revient très souvent dans cette émission. Elle concerne les artistes qui viennent de province en France, parce qu'il y a un énorme écart entre Paris et la province, qu'on nous fait quand même souvent bien ressentir quand on ne vient pas de Paris, qu'on n'a pas le bon accent et qu'on n'a pas le vécu qui colle à la ville. Si tu viens avec un accent du sud-ouest, en même temps, il faut que tu fasses un effort. Hein. Bah oui, je dis rose et gauche. Quand on est belge, justement, sur la scène française, est-ce qu'on voit des différences en termes de production, en termes de réception du public, en termes de proximité? Quelles sont ces différences? Mais je pense qu'en vrai, c'est assez proche de ce que peut vivre quelqu'un qui vient de province en France. En vrai, je pense qu'actuellement, c'est assez proche de ça. Mais en vrai, c'est un statut qui a changé parce que quand moi, j'ai commencé la musique il y a 10 ans, c'était beaucoup moins stylé de dire qu'on venait de Belgique en tant que rappeur. C'est stylé. Genre, moi, je trouve que c'est une étiquette, genre un badge de crédibilité. Maintenant, mais donc c'est vraiment un statut que du jour au lendemain, il a changé. C'est pas qu'on n'a pas trop compris pourquoi, parce que en vrai, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont contribué à ça. Mais en fait, je crois que c'est multifactoriel, quoi. Le cinéma belge aussi, à un moment aussi. L'équipe de foot, Stromae. Enfin, tu vois, il y a plein de facteurs qui ont fait que d'un coup, quand on disait qu'on faisait du rap et qu'on disait qu'on venait de Bruxelles ou de Belgique en général, la réaction n'était pas la même, quoi. Parce que toi, tu rencontres du coup tes compères de l'ordre du commun, donc Loxley et Primero, en 2012. Ouais, genre, ouais. Vous avez commencé le rap à quel moment, du coup? Vraiment à vous produire, y compris sur des petites scènes? Mais en vrai, en 2012, franchement, ça a commencé, pour nous, ça a commencé très vite, quoi. On a commencé d'abord par faire des scènes, on n'avait même pas encore fait de morceaux. Et donc, on n'avait même pas de DJ. On faisait des scènes où on venait avec notre ordinateur et on faisait une sorte de playlist avec des prods récupérés sur YouTube. Et on freestylait pendant 40 minutes, quoi. C'était ça le concert. Et on a fait ça pendant assez longtemps.
Puis du coup, on s'est dit, bon, vu qu'on a des concerts, il faut qu'on fasse des morceaux. En vrai, c'est une carrière assez particulière parce que c'est pas... ça s'est fait graduellement, mais en même temps, ça a toujours évolué. Et donc, ouais, on a eu pas mal de chance en vrai à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y avait à l'époque justement une porosité dans la francophonie avec, tu vois, la France, la Suisse, ou c'était vraiment circonscrit à Bruxelles ? Parce qu'il y avait vous, il y avait aussi le 7-7, qui est un autre collectif. Ouais, qui s'est créé plus tard, mais... je pense que en vrai, c'est juste plus une question d'ambition. Je pense que quand on a commencé du coup le rap, on avait assez peu d'ambition par rapport au fait de pouvoir en vivre ou d'en faire une carrière. Et je pense que ça, c'est un peu à double tranchant parce que d'un autre côté, c'est aussi ça qui fait que tu peux vraiment créer ça et faire ton art de manière ultra libérée et proposer des choses en étant libéré des questions de toucher un public ou ce genre de choses, tu vois. Parce qu'en fait, on n'avait pas d'exemple marquant de personnes qui vivaient du rap en Belgique. En fait, il n'y en avait pas vraiment. Et donc, je pense que ça, c'est un peu l'ambiance dans laquelle on commence le rap. C'est-à-dire pas vraiment de gros exemples de réussite commerciale. Et donc, on commence un peu comme juste des passionnés. Et je crois que c'est un peu valable pour beaucoup de gens qui ont commencé le rap à notre époque à Bruxelles. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à Bruxelles pour que même d'ailleurs on ait des artistes qui sont français, qui viennent s'exiler là-bas pour créer ? Quelle est la vibe particulière en fait pour des gens qui connaîtraient pas la ville ? Franchement, c'est difficile parce que tu sais, c'est un peu comme quand t'as des amis qui viennent chez toi, ils te font remarquer des choses que toi tu remarques pas, tu vois, chez toi. Mais je sais pas du tout. Je pense qu'il y a une vibe qui est juste lié au fait que la pression sociale n'est pas la même que pour une grande ville comme Paris, juste parce que les loyers sont moins chers, que la vie est un peu moins chère, et que donc la qualité de vie, pour moi, personnellement, je pense qu'elle est meilleure, parce qu'il y a moins cette pression, mais il y a moins d'opportunités. Donc c'est un peu cet entre-deux, donc je pense que les gens qui viennent de Paris vont apprécier ce côté-là. Je pense que ça se ressent aussi dans la manière dont les gens sont en société, tu vois, il y a un peu moins cette pression, ils sont un peu plus tranquilles. Mais je dirais que le côté négatif, c'est que ils ont un peu moins la dalle, tu vois. Donc, mais je partage complètement ton analyse. Donc en fait, t'arrives, tu te sens bien là-bas et tout, mais quand il s'agit de vraiment bosser et faire des choses, je peux comprendre aussi le côté attirant d'une ville comme Paris. Il y a un côté très cocon, je trouve, à BX, qui effectivement rend heureux au quotidien. Et effectivement, en fait, ça donne parfois moins envie de se dépasser puisque ça suffit, puisqu'en fait, c'est juste une vie qui est extrêmement agréable. Et effectivement, à côté de ça, il y a Paris où tout bouge, où il y a plein de gens, il y a trop de choses à faire. Et il y a vraiment ce contraste qui est super important. Et tu l'as dit d'ailleurs dans un titre qui s'appelle Reykjavik, ça manque comme Bruxelles après une semaine à Paris. Ouais. C'était par rapport à ça, c'était aussi... Oui, bah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens de Bruxelles qui ont ça avec Paris. Ce truc de grande ville, quoi. Alors que, tu sais, pour nous, Bruxelles, c'est la grande ville, mais en fait, quand on va à Paris, j'ai un peu ressenti, un peu moins fort, mais un peu comme quand tu vas à New York, où t'as l'impression que, en fait, c'est pas une ville où tu peux être pauvre. Enfin, tu vois, c'est même pas une ville où tu peux... C'est une ville où tu dois gagner de l'argent, tu vois. Et c'est une pression qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir, en tout cas à Bruxelles, où on l'a, tu vois, évidemment, tout le monde l'a, mais... moins fort, je trouve que ça se ressent un peu moins fort. Et tu te serais attendu, du coup, il y a quelques années, à voir justement autant d'artistes jaillir de cette scène belge. Là, même maintenant, on a des gens qui sont tête d'affiche à tous les festivals où ils passent, des Shai, des Damso. Non, franchement, non. Après, moi, le rapport que j'ai eu avec la musique, c'était pendant assez longtemps, en vrai, c'était quelque chose de... Enfin, j'ai eu du mal, en fait, à faire cette transition entre le côté... amusement, tu vois, passion, amusement, et le côté, bon, en fait, c'est mon travail, il y a une opportunité, du coup, faut qu'en fait, juste, je me bouge et que je vois ça aussi comme un travail, et ça comporte aussi des moments où tu dois faire des choses, où tu dois travailler, et que c'est pas juste la passion qui te guide, tu vois. Et c'est au moment où, justement, tu as réalisé ça comme étant ton travail que tu as réussi à aller dans une introspection beaucoup plus forte. Je dirais pas ça. Non, je pense que c'est vraiment en fait le fait que aussi il y ait de plus en plus d'opportunités pour les rappeurs belges en fait, hein. En vrai c'est juste ça, quand il y a tu vois les opportunités et tu vois le chemin que tu dois faire pour les atteindre en fait, et donc en fait à un moment la question elle se pose plus, quoi, juste y vas, quoi.
Au niveau du reste de la tablée, justement sur ces artistes belges dont on entend beaucoup parler actuellement, on a cité Shai, Damso. Il y a évidemment dans toutes ces têtes d'affiche, il y a également des Angèle, des Stromae. Il y a beaucoup d'artistes, donc Swing, ton compère justement Primero. Il y a d'autres gars aussi, des équipes des collectifs de rap belges qui font des projets en solo. Je pense notamment au gars du 7-7, il y a eu récemment Pete qui était en concert à Paris. Kaba. Tout à fait. Iliona aussi, enfin voilà, plein d'artistes. Qui sont les artistes, vous, quand vous pensez aux artistes belges qui vous viennent à l'esprit en premier? Bah tu les as tous dit, hein. Là, c'est vrai que t'as fait dans ton Spotify Wrapped, qu'est-ce qu'on peut trouver? Ah bah ouais, non, ça, Damso évidemment. Damso évidemment, et puis il y a Brel, hein, pour le coup, c'est pas un rappeur, mais Morane, elle était belge aussi ou pas? Non, je t'en supplie, c'est pas vrai, je savais même pas. Si, je crois. Bruxelloise, je crois d'ailleurs. Ah, je sais pas, Axel Red. Bah ouais, Morane, Axel Red. Morane, évidemment. Johnny Hallyday, belge. Bim. Merci. Johnny Hallyday, on le sait parce que du coup, tu me disais que t'étais demi-belge, mais je sais pas si t'es déjà allé le jour de la fête nationale. Il y a une grande fête sur la place du jeu de balle, dans les Marolles, et à chaque fois, il y a les sosies de Johnny qui viennent. Voilà. C'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un chouette moment. Oui. Je sais pas comment on doit le prendre, ça. En vrai, c'est toujours un chouette moment. Et justement, au-delà même de Brel, qui a été considéré comme un grand chanteur français parce qu'il a fait carrière en France, alors qu'il est belge, enfin, il s'est complètement fait effacer son origine par certains, en tout cas, par certaines personnes qui l'ont raconté après. Qui ont été les chanteurs et chanteuses que vous écoutez et qui vous ont influencé de cette époque-là? Qui sont pas belges? Qui sont belges. Bah, moi, j'écoutais Brel, Brassens, Barbara. Enfin, j'ai découvert en même temps. Mais j'ai découvert en même temps que... Enfin, quand j'avais 18 ans, quoi. En même temps que Dylan, que Neil Young, que comment il s'appelle, Lou Reed, que Bowie, enfin, tout ça, les Beatles. Emma? Bah moi, j'ai écouté beaucoup de variétés françaises à la maison. Et je suis archi fan de Véronique Sanson, par exemple. Mais genre tous les Michel de cette époque, Michel Berger, Michel Jonas, Michel Polnareff, voilà. Sur Michel Jonas. Et après, j'ai écouté beaucoup de rap, mais beaucoup plus tard, genre à 18 ans. Swing, toi, c'est quoi les artistes qui t'ont le plus influencé? Waouh. Ou que tu as le plus écouté petit, d'ailleurs? Ah, petit en vrai, je pense que j'avais une musique métissée, quoi. Donc j'ai grandi un peu entre Brel et Papa Wemba. Enfin, tu vois, c'était un peu un mélange comme ça. Avec aussi en fait, c'était hyper large, ouais. Ça aurait fait un méga feat, ça. Ouais, c'est vrai, ça serait pas mal. Ça aurait été ouf. Mais là, ce qui me revient, par exemple, j'ai eu une période où, vers mes 14 ans, où j'ai flashé sur Alain Bachung, par exemple. Et j'avais des moments, j'avais des choses, j'allais piocher comme ça dans la bibliothèque de mon père, et parfois j'avais des flashs. Et j'ai eu pendant longtemps du coup un truc avec Bachung quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais ça, ouais, en vrai, ça a beaucoup évolué. Parce qu'en même temps aussi, ma mère en parallèle m'a fait écouter les Fujis. Donc j'avais j'avais un truc, c'est ultra mélangé. Franchement, c'est très difficile de pointer comme ça. T'as parlé de feat d'ailleurs, Emma, ce serait qui vos feats, même avec des artistes disparus de rêve? Edith Piaf, Aznavour, moi je t'ai connu. Le Camille Lelouch et Edith Piaf, il serait fou. Bon bah il n'existera pas, mais dans ma tête il est fou en tout cas. Ouais. Moi j'adorerais avec Patti Smith, mais c'est encore possible. Et, c'est pas très probable, mais c'est possible. Là au téléphone. Ouais, c'est possible. Si tu nous entends, Patti, je suis au studio du Move, au 5e étage. Moi j'aimerais bien Damso, c'est évidemment. Encore possible aussi. Et en parlant de Belgique, j'aimerais bien Damso, ouais, beaucoup. Ah ouais, tu m'étonnes. Comme beaucoup. Tu m'étonnes. Je sais pas si ça ferait le meilleur feat, mais pour moi le plus grand c'est Michael, donc je dirais Michael. Ah ouais. Ah bah on a dit qu'on allait parler des artistes. Ouais. Mais on va un petit peu. Bravo d'avoir ouvert cette conversation. Non mais parle du Michael quand tu connaissais pas Michael. Oui, non, l'autre Michael. L'autre Michael, son cousin. Celui d'avant. Son cousin. On va t'écouter en solo d'ailleurs pour l'instant. Swing, c'est Mafia sur Move Calais. De quoi il parle ce titre? En gros, ça parle du fait qu'on vit dans une société raciste, voilà, je le dis tout simplement. Et bienvenue dans Tunnel, si vous nous rejoignez juste à présent, je suis aujourd'hui avec Cyril Dion, Camille Lelouch, Emma Peters et Swing que vous venez d'entendre sur Move, c'était Mafia. J'aimerais qu'on poursuive cette discussion sur Brel et sur tout ce qui va avec, sur
le génie en fait de cet artiste qui nous avait écrit des vers tels que couvrir de soleil la laideur des faubourgs dans Quand on n'a que l'amour. Et j'aimerais venir avec vous sur les paroles de chansons de Brel ou pas qui vous ont le plus marqué. Moi, c'est vraiment les vieux amants, je trouve ça sublimissime. Donc toutes les paroles, hein. Toutes. Donc... Parce que je trouve que c'est que des poèmes qu'il écrit. Tout à fait. Et je trouve que chanter un poème, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Un poème, c'est un poème. Et il savait le faire à merveille. Et dans... excuse-moi, j'ai un trou de mémoire sur le titre. D'abord. C'est quoi le titre ? Et il y a le nez... C'est Jean-là, merci. Ça, c'est du génie absolu. Qui sait plus son nom. Voilà, c'est du génie. Incroyable. Un gros nez. Mais moi, ça m'a beaucoup complexé, en fait. Tous ces chanteurs-là qui écrivaient vachement bien. Bah oui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire mes chansons, je me suis dit, mais tu les réécoutais après. Je n'aurai jamais le niveau parce qu'on parle plus comme ça aujourd'hui. Exactement. Donc j'ai l'impression pendant longtemps, je me suis dit, je suis totalement en dessous et ce sera jamais aussi joli que tous ces chanteurs de cette génération-là. Mais c'est exactement le sujet de la discussion là que j'avais envie qu'on mène. C'est comment est-ce qu'on fait pour écrire quand tout a déjà été écrit ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir le vertige, notamment quand on consomme d'ailleurs parfois les œuvres des autres en créant ? Comment est-ce qu'on fait ? Ça m'a beaucoup complexé. Tu connais ce vers de Boris Vian qui dit « Tout a déjà été écrit plus de 1000 fois et beaucoup mieux que par moi. Aussi, quand je fais des vers, c'est que ça m'amuse et je vous pisse au nez » ou un truc comme ça. Ah, ça va, j'aime bien les fois. J'aimais bien, tu sais, au début j'étais en mode c'est beau, c'est poétique. Alors pour le coup, tout a été écrit et mieux que plein de gens, mais le fait de répéter, moi j'ai pas de pression. Pour moi, l'amour, je pense que je pourrais faire 200 chansons d'amour, même pareil, faire que des chansons d'amour dans un album et ce sera toujours dit d'une manière différente. J'ai pas de pression à ce niveau-là. Évidemment, dans le texte et dans la profondeur des mots, du sens, etc., c'est autre chose. Mais non, mais ça a un côté écrasant, mais à la fois, quand tu veux créer, c'est que tu veux proposer un regard singulier, unique. Exactement. Typiquement, trouver ta voix, c'est trouver aussi ta manière de dire les choses qui n'est qu'à toi. Exactement. Et elle sera peut-être moins belle que Brel ou que Brassens ou que Barbara, mais ça sera la tienne et elle n'existe nulle part ailleurs. Et peut-être que ça touchera des gens pour ça. Allez, moi j'arrête la musique. Voilà, c'est fini. Voilà, ça c'est fait. Merci à toi, Cyril. Mais toi, par exemple, Cyril, parmi tous les arts que tu pratiques, est-ce qu'il y a est-ce que tu peux avoir des niveaux de confiance ou d'humilité, mais de l'extrême à se dire non, en fait, je vais pas pouvoir le faire, qui sont différents ? Quels sont les arts dans lesquels tu as le plus confiance en toi? Avec humilité, elle l'a dit, donc tout va bien. Non, justement, tu vois, lâche-toi, c'est toujours dans le respect et la politesse. Bien sûr, bien sûr. Et la bienveillance. Non, mais par exemple, c'est vrai que quand j'écris un essai ou quand je fais un documentaire, j'ai pas tellement peur parce que d'une certaine manière, je peux me réfugier derrière des idées. C'est vrai que quand on a fait Résistance Poétique, par exemple, et qu'on a commencé la tournée avec Sébastien Hogg, à aller slammer des poèmes en musique, j'étais beaucoup moins confiant. J'étais même mort de trouille. Parce que c'est vrai que j'accorde une telle valeur à la chanson, à la poésie, à la littérature, que oui, je me dis c'est nul. Et c'est très drôle d'ailleurs, parce que quand je le fais avec des textes des autres, par exemple, avec Sébastien, on a fait un spectacle aux Trois Baudets avec une violoniste, où on a fait Le Gardeur de troupeau de Pessoa, donc qui est un des plus grands poètes portugais. Et là, je me sentais hyper à l'aise parce que c'était pas moi qui avais écrit ces mots-là. Donc, si les gens aimaient pas, en fait, c'est pas mon problème. En fait, je sais que c'est bien, c'est Pessoa. Alors que quand c'est mes mots à moi, évidemment, je me dis, peut-être que c'est quand même vraiment nul et qu'ils s'emmerdent. Emma, t'as commencé ta carrière, toi, en reprenant les mots des autres. Bah oui, mais c'est un peu la même chose, en fait, dans de la musique, mais c'est la même chose. Mais oui, du coup, j'ai repris que des chansons que j'adore et avec que des textes qui me touchent et de chanteurs ou chanteuses que j'adore. Tu m'as pas reprise. Et bah non, c'est une vanne. Justement parce que je viens de dire, tu vois, c'est que des gens que j'adore. Une vanne. Je t'aime, Camille, tu sais. Je sais. Non, ouais, et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, je serais pas au niveau, quoi. Ça revient à ce que j'avais ressenti en écoutant Brel, par exemple, ou Véronique Sanson ou autre. Et il a fallu aussi que je trouve ma manière de raconter les choses. Au début, quand j'écrivais des chansons, c'était nul parce que je me donnais un genre, j'essayais de ressembler à quelque chose. Et quand j'ai compris qu'il fallait que j'écrive mes chansons comme je parle dans la vie et que je me prenne pas trop la tête, là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à toucher des gens. Ça a été quoi, du coup, le déclic qui a fait que tu t'es dit, ça y est, je vais commencer à écrire mes textes, à chanter mes textes surtout? Tu veux savoir le vrai déclic? C'est mon grand-père, qui d'ailleurs est fan de Jacques Brel. À sa retraite, il a fait des petits concerts de Jacques Brel dans toute la France.
pense. Et c'est pour ça que je connais aussi bien ses chansons. Et la première fois que j'ai commencé à écrire des chansons, je suis allée avec ma petite enceinte chez lui et je voulais lui faire écouter, j'étais trop fière et tout. Et dedans, je disais des gros mots. Je disais, ouais, ça me fait chier. Je disais des trucs avec honnêteté. Et il m'a dit, tu n'as pas le droit d'écrire comme ça. Brel le disait autrement. Il faut que tu trouves une manière de le dire autrement et tout. Et on s'est engueulé ce jour-là. Et je suis repartie en pleurant avec mon enceinte sous le bras et tout. Ouais. C'est une des seules fois où on s'est engueulé. Et après, on s'est pas parlé pendant longtemps. Hein. Et il s'est jamais excusé d'ailleurs. Mais on s'est pas compris ce jour-là. Et en fait, au lieu de me démoraliser, je me suis dit, mais en fait, merde, en fait, si je ressens des trucs comme ça, c'est qu'il faut que je le dise comme ça. Donc je suis allée à fond dans cette voie-là. Et ça marche très bien. Et voilà, ça marche un petit peu. Camille, toi, les chansons qui t'ont le plus marqué ou les chansons même que tu aurais aimé écrire? Il y en a beaucoup, hein. J'aurais aimé écrire Comme ils disent de Charles Aznavour. Ah, oui. Ah ouais, de ouf. Ça, c'est du génie absolu. Ça, c'est vraiment une de mes chansons préférées. Et je le répète, mais Les Vieux Amants, j'aurais adoré chanter. En fait, t'en connais qu'une de Brel. C'est non, pas qu'une. Non, mais moi, je suis une passionnée et je peux écouter 700 fois une chanson qui me marque. Ah, pareil. Et aussi ces gens-là. Mais il y en a plein, il y en a tellement. Brel, c'est fou. Enfin, ouais. Orly, par exemple. Chanson incroyable. Ouais. Pour le coup, Brel qui était assez misogyne, on en parlera sans doute tout à l'heure. Orly, c'était la chanson d'amour. Moi, je trouve que c'est sa plus belle chanson d'amour. Je trouve que c'est beaucoup plus beau que Ne me quitte pas ou la chanson des vieux amants parce que il y a une espèce de... C'est à l'os, quoi. Il n'y a pas de lyrisme. Enfin, t'es dans une espèce de... Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une tragédie. Un peu, c'est un couple qui se sépare à l'aéroport et qui s'arrache l'un à l'autre et qui s'aime tellement, etc. Quand on n'a que l'amour aussi, c'est quand même quelque chose. Hein. Ouais. Moins, mais quand même. Parce qu'elle a été beaucoup reprise peut-être aussi. Ouais, je trouve ça un tout petit peu plus mièvre. Allez, sympa. Allez. Ça se permet de critiquer. Ça se permet beaucoup de choses. Mais elle est extrêmement politique, justement. On pourra y revenir après sur justement les chansons d'amour qui sont politiques ou les chansons politiques qui traitent de l'amour d'ailleurs. Mais il y a quand même... Mais il y avait des questions d'arrangement aussi, hein. C'est pas vraiment que le texte, parce que c'est vrai que le texte est sublime. Mais il y a des arrangements qui ont plus ou moins bien vieilli aussi de Brel. Tout à fait. Je suis d'accord. Toi, Swing, c'est quoi les chansons justement que tu aurais aimé écrire? Les textes? En vrai, c'est une réflexion que j'ai jamais. Je me dis jamais... Enfin, je sais pas. Là, comme ça... Ou t'as jamais entendu genre une punch, une top line, tu t'es dit waouh. Ah si, Diams, pardon. Sur si c'était le dernier. J'avais oublié, excuse-moi, c'est revenu, si c'était le dernier. Diams, si c'était le dernier. Si c'était le dernier. Et alors, non, c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, bien sûr. Non, peut-être Caroline de MC Solar. Je laisse de trêve qui pique ton cœur. Ça, je me rappelle quand même que ça m'avait marqué. C'est clair. Mais non, bizarrement, il n'y a pas de choses qui me viennent comme ça là. Parce qu'en fait, je pense vraiment, je me mets jamais dans cette réflexion là, quoi. Enfin, je crois qu'il y a aussi un truc avec le rap où c'est vraiment un truc d'auteur-interprète. Ouais. Et donc je sais pas expliquer en fait. Mon rapport est pas le même en fait quand j'écoute quelque chose et que c'est à quelqu'un d'autre. Mais justement, dans les visions hyper caricaturales du rap, à chaque fois, ce serait qu'il y a un rap game dominé par des égos, etc. Voilà. Bon, on sait maintenant qu'on en est revenu parce qu'il y a énormément d'artistes qui, justement, ont des textes où, en fait, ils parlent complètement d'émotions et tout. Enfin, il n'y a pas... C'est très cliché. Mais toi, du coup, étant rappeur, les succès des autres, en tout cas, les textes brillants des autres, ça va plus donc t'inspirer, te booster, te mettre la pression, ou c'est plus... c'est cool, il a fait un titre bien et c'est une question je suis assez indifférent à ça. En fait, moi j'ai un rapport particulier avec ça parce que j'ai souvent la crainte d'être trop inspiré par d'autres. Ouais. Et donc ça a fait que j'écoute assez peu de rap français en fait, parce que en fait je sais pas, je mets une distance en fait. J'écoute certains artistes mais très peu et parce qu'en fait, dès que je ressens une petite influence, je trouve que c'est trop proche. Là où je me retrouve plus dans la musique des États-Unis ou tu vois, juste la musique internationale, quoi. Parce que je pense que y a une distance qui est plus grande, le fait que ça soit pas la même langue. C'est plutôt là-bas que je vais piocher mes inspirations, tu vois. C'était déjà arrivé d'écouter un artiste et de te dire ok, ça se voit que cet artiste a trop écouté un autre artiste? Ça arrive, mais même moi, enfin je veux dire à la grande époque, c'est lâché là, à la grande époque de Nekfeu par exemple, je me rappelle après avoir écouté je crois que c'est son premier album, après je commençais à écrire et je me suis dit mais en fait
Et ça m'a saoulé, quoi, vraiment, genre, et ça m'a marqué. Donc, mais c'est toujours comme ça, à la fois. Enfin, c'est toujours, mais... Non, mais Dylan disait ça. Dylan disait que tu t'écris jamais une chanson. Le Bob. Le Bobby. Le Bobby. Bobby disait. Bobby disait. Mais non, mais que tu t'écris jamais une chanson à partir de rien. T'écris toujours une chanson à partir de celle des autres. Ouais, tu construis ta culture à toi, et en fait, c'est toute cette espèce d'assemblage qui fait qu'après, tu fais ta propre mayonnaise. Mais croire que il y a un truc qui va jaillir en toi comme ça, qui est complètement original, coupé de toute influence. Non, c'est pas possible. C'est un truc un peu inconscient. T'as écouté beaucoup de choses et après, moi, je comprends tout à fait le point de vue. Moi, j'écoute pas grand chose les périodes avant de composer, d'écrire, je me coupe un peu de tout ça. Je veux pas avoir d'énergie pour être influencée, donc je suis tout à fait d'accord avec ce que... Ouais, parce que naturellement, à un moment donné, tu vas dire « Oh, je la connais cette mélo. Ah bah tiens, c'est pas moi. » Tu vois ? Et du coup, c'est relou. Ouais, tu te dis à la fois « Je suis un génie », et à la fois, pas trop. Donc, non, c'est un peu troublant. Mais donc, ouais, voilà, c'est tout. Ça va, toi ? Ça se passe bien. Et je me tourne vers vous, Emma et Camille, sur la question de la réception, en fait, de votre musique, parce qu'on sait qu'en France, il y a une énorme tendance à dire « Ah ben, une meuf fait du rap, c'est la nouvelle Diams ». Ça, toutes les rappeuses que j'ai pu avoir au micro. Moi, je l'ai pris en pleine tête sur mon rap. J'ai un rap dans mon premier album, c'est genre... soit c'était gentil. Tu vois ? Soit c'était... vachement bien, d'ailleurs, ce rap. Ah, l'outro. Ouais, trop génial. Ah bah j'ai tout mis, hein. Là c'est ça, après mais ça se sent, c'est bien. L'outro, ouais, je parle, je m'adresse aux gens, à mon public, en disant en fait quand vous nous croisez dans la rue, quand vous voulez nous attraper, nous faire des photos, des fois on est les 4h du mat, on est sous Jack, on est un peu KO, on n'a pas envie de... C'est ce que je dis, tu vois, et je me suis livrée à eux, j'ai dit je vous aime mais parfois pas, parce que vous me respectez, et parfois je suis un peu votre chose, votre poupée Barbie en gros, et je parle de tout ça, et j'ai tout donné, j'ai tout livré, et c'est vrai que j'ai un grain moi qui est un peu grave, et Diams, donc tu vois, c'est ce que je te disais, tu vois, dans l'inconscient de la Tona, mais moi c'était mon modèle féminin, et c'était pour moi un génie, cette femme, dans le rap, et j'ai eu la chance de la rencontrer il y a pas très longtemps, et elle est exceptionnelle. Bon, évidemment elle reviendra jamais, hein, voilà, si jamais vous croyez que je l'ai eu au tel, elle m'a dit non, c'est bien pour elle qu'elle ne revienne pas d'ailleurs. Bah oui, bien sûr, et puis elle a pas du tout envie, hein, mais en tout cas elle a laissé une belle trace musicale. Et c'est vrai que dans mon grain et dans la manière dont j'exprime mes émotions, et c'est très dur de rapper, et dans le sens où, en fait, dans la chanson, déjà c'est dur d'exprimer ses émotions, mais en rappant, en fait, c'est comme si tu parlais. Et donc, moi qui suis assez pudique, ça a été, et je trouve ça beaucoup plus puissant. Je sais pas comment expliquer. Très puissant. Et ça a été très dur. D'ailleurs, sur scène, quand je la faisais en général 2 fois, que je pleurais en plein milieu et je repartais. Donc c'est très dur, donc vraiment bravo pour ça, mais voilà. C'est aussi qu'il n'y a pas une grande connaissance des artistes rappeuses, enfin du rap féminin. Enfin, tu vois, Shai, j'aime trop. Shai, elle défonce, mais c'est un autre délire. Ouais. Diams, elle est plus dans mon énergie en termes d'émotion. En fait, c'est la seule référence que les gens ont et que nous, on a un peu aussi. Donc, mais c'est une référence pour les hommes aussi. Hein. Mais oui, mais dès que t'entends une femme qui rappe, c'est genre Diams. Ouais. Mais exactement, tu as raison. En fait, c'est ça qui t'est arrivé. Mais c'est vraiment. J'ai changé mon grain de voix, peut-être. C'est vraiment récurrent. Moi, j'ai pu voir venir des rappeuses qui sont déjà connues. Ah, il y a Davinor qui est géniale. Tu l'as reçue, Davinor ? Pas encore. Ah, elle est géniale. Mais peut-être qu'elle aussi, on lui a déjà dit alors, t'es la nouvelle Diams. Et tu vois, c'est un truc complètement. Parce que t'as en plus. Bon, après, ça, on pourrait faire tout un essai féministe là-dessus, mais sur la notion qu'il y a toujours la place que pour une seule femme, blablabla. Bref. Tu nous réinviteras pour ça. Voilà, exactement. On y reviendra. Toi, Emma, t'as déjà justement été comparée et à outrance et chiant, en fait. Moi, je fais pas du rap. Non, mais sur de la musique. Mais oui, en fait, moi, au début, on m'a beaucoup embêtée parce que je suis une petite blanche blonde avec une guitare et que donc on attendait quelque chose de moi qui était pas du tout ce que j'étais en train de proposer. Tu disais pas des gros mots parce que t'étais blonde. Bah oui, donc je peux pas dire des gros mots. Et puis je suis obligée de faire des chansons d'amour très mignonnes. Pas toi du tout en plus. T'es hardcore même. Et sauf que moi, j'arrive avec mon franc-parler et je parle de cul et je raconte mes soirées d'ivresse et tout, et genre et c'est pas du tout ce qu'on attendait de moi, je pense. Donc au début on m'a beaucoup dit mais en tant que femme et oui, mais est-ce que vous trouvez pas ça un peu cru et machin. Donc en fait on m'a beaucoup embêtée avec ça et heureusement je me suis jamais laissée influencer et j'ai toujours fait ce que j'étais en fait. Donc ça va mieux maintenant, je pense que les gens ont compris.
On va écouter un des titres justement qui s'appelle c'est celui qui est le plus rappé dans l'album, tiens d'ailleurs. Et de quoi il parle ? Et justement, il parle de cette prise de risque en fait d'avoir quitté mon travail pour faire de la musique, d'avoir osé être moi-même. Et puis ça parle aussi de tout ce que j'ai rencontré parce que moi j'écrivais des chansons dans ma chambre chez mes parents et d'un coup ça a été assez rapide avec les victoires de la musique. Tu parlais au début, premier album, tout ça. Donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Ma première date de tournée, c'était la première fois que je montais sur scène, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et j'avais besoin de figer ça dans une chanson. Et vous venez d'entendre Risque d'Emma Peters, comme on le disait, une musique qui est partiellement rappée. Et non, on ne fera pas la réflexion comme quoi tu es du coup la nouvelle Diams, parce que c'est pénible. C'est vraiment. Mais c'est vrai que même sur les chanteuses blondes, j'ai déjà entendu des discussions où ça disait ah mais oui mais non en fait là t'es trop blonde, t'es trop si, tu vas trop ressembler à Angèle, comme si en fait sur un marché il y avait. Non mais c'est vrai. Angèle et Louane, c'est les deux personnes. Comme dit tout le temps. Le carré sur TikTok, sur les commentaires, c'est genre on dirait Angèle, on dirait des extensions. On dirait Pamela Anderson, rien à voir. Allez, non mais en fait rien que d'être une chanteuse aussi aujourd'hui, dès que tu chantes, ta voix elle ressemble forcément à Angèle ou à Louane. Mais c'est un manque de connaissance des gens comme Diams pour toi, tu vois, c'est juste. Ouais, bien sûr. Après, c'est ça qui est quand même. On parlait des comparaisons et de la compétition. Est-ce que justement, plutôt que de se stresser en fait à cause de tout ça et tout, on peut pas plutôt se nourrir du talent des autres, Camille? J'ai vu que là sur ton album, tu t'es entourée d'un très très beau casting. Est-ce que tu veux nous en parler? Un beau casting, tu parles de mon équipe. Le bassiste, guitariste, pianiste, top liner, il y a du très très haut niveau. Ouais. J'ai des super compositeurs. Déjà, Nico Felices, mon bassiste, c'était mon bassiste en tournée. J'espère l'avoir à vie. Et Ami, tu connais? Oui, Nico, bien sûr. Il vient à Bruxelles. Bien sûr, c'est mon petit Belge à moi. Ah oui. Voilà, si je peux me permettre de me l'approprier un peu. Nico, c'est vraiment un tueur à la base. J'ai travaillé avec Ever Minigo qui a fait toute la direction musicale de l'album. Ah putain, je l'adore lui. Je te le présente, ma chérie, ça peut aller très très vite. Oui. Trop bien. Oui. Et en fait, il compose, il top line beaucoup. Et d'ailleurs, mon seul feat dans l'album, c'est avec lui. C'était important pour moi qu'il y soit. Et il travaille avec Aya Nakamura, avec plein de gens. Et qui j'ai d'autres? J'ai Caspar Jalili, qui est un génie de la guitare. Il a été nominé 2 fois au Grammy Award. Wow. C'est un tueur. C'est vraiment, il sait faire du piano, il sait tout faire. C'est très agaçant. Il le fait très très bien. C'est un vrai passionné. Il y a Rodolphe Babignan qui est un guitariste flamenco, musique gitane, andalouse, mais vraiment il a fait des tournées avec des gitans pendant très très longtemps. Vraiment, il est habité par ça. Moi, j'aime la musique andalouse, gitane, la communauté, la couleur de cette musique. Je vais oublier personne. Nino Vella, qui était mon ami, qui est décédé au mois de juillet. Qui t'a dédié une chanson sur l'album d'ailleurs. Sur un de ses pianos, en fait, on avait fait un piano un jour en studio et il m'a dit tu penses à quoi? Je sais pas encore. Donc j'ai voulu faire ce morceau pour ma fille. J'ai essayé, je me suis dit c'est pas naturel, ça marche pas, on oublie. Et il est décédé en fait. Depuis un soir, j'étais dans le sud sur une terrasse et j'ai écrit cette chanson pour lui à ce moment-là en pleurant et en fait ce qui m'a angoissée à la sortie de cet album, c'est que il connaissait tellement de monde dans la musique, il avait tellement d'amis, tellement de gens l'aimaient parce qu'il était exceptionnel, c'était un compositeur. Il avait collaboré avec beaucoup de monde, enfin puis il avait un solo aussi, il avait solo et un duo avec Rookin, exactement. Et du coup j'ai reçu plein de messages de son papa et de ses proches. Il y avait sa cousine Marie-Lise, donc c'était très fort pour moi parce que je voulais pas être à côté. Et quand on me dit voilà, merci d'avoir mis ces mots sur et pour son papa, mon fils, etc. Donc c'était assez bouleversant. Voilà, j'espère, je crois que j'ai oublié. Il y a Seisei évidemment, Seisei avec qui je travaille depuis mon premier album, qui travaille avec tout le monde. Voilà, tous les plus gros, les moins gros, il développe. C'est un hybride. Je l'aime. Il fait le tour du monde. Il aime toutes les sonorités. Il est exceptionnel. Maya Colette, ma violoncelliste, qui a fait. Tu connais Maya Colette? Ouais. Ah ouais. Ça c'est la classe. C'est la classe. Et elle était sur tout l'album. On s'est rencontrés avec Nino, donc ça nous a permis de rester très connectés. Je pense que ce sera à vie du coup. Et puis qui d'autre, j'ai peur d'oublier des gens. Voilà. Malik, en fait moi j'ai toujours écrit toutes mes chansons et c'est la première fois que je coécris, donc ça m'a fait quelque chose aussi d'un coup de me dire est-ce que j'accepte ça. Et en fait j'ai bien fait parce que il m'a cerné, ça a été extraordinaire. Je le ferai pas tout le temps, mais en tout cas sur ces quelques chansons c'est très agréable d'avoir quelqu'un qui comprenne tes mots et qui me redonne cette confiance. J'ai pas écrit pendant 1 an et demi, j'arrivais pas après ma grossesse. Moi je savais chanter que la souffrance et le désespoir absolu. Et puis d'un coup t'as un enfant et je suis devenue heureuse à ce moment-là. Et là t'as plus rien à dire. Et qu'est-ce que je fais tu vois?
t'enlèves tes trucs, tu bois de l'alcool quand tu chantes, tu vois, des trucs que j'avais, qui me mettaient dans une espèce d'enivrance qui était agréable. Et surtout, moi, ça se voit pas, mais je suis timide et très pudique, donc il fallait que ça m'aide. Et donc, je m'enivrais, ça me facilitait. Et là, tu t'enivres plus, t'es heureuse, qu'est-ce que je vais raconter, moi? C'est chiant. J'aime pas les chansons qui bougent, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, j'ai réappris avec toute cette équipe. Nino m'a redonné cette force artistique et Malik Boufenara, qui est co-auteur sur certains de mes titres. Voilà, j'oublie des gens forcément, mais en tout cas. Mais l'artiste qui aurait besoin justement de se dégommer pour mieux créer, mieux produire, vous en pensez quoi? C'est un mythe ou c'est quelque chose de vrai? Je sais pas. Franchement, d'être vraiment, enfin, tu veux dire qu'il souffre tout le temps pour. Alors, qui souffre et aussi qu'il y a des conduites à risque. Ah. Non, les conduites à risque, je pense pas, mais. Non, pas forcément. Enfin, à risque, je parle d'alcool, de drogue, de tout ça. Oui, j'ai bien compris, j'y crois pas trop. En revanche, moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, de provoquer des embrouilles avec les gens que j'aime, tu vois, pour avoir quelque chose à raconter, tu vois. Ou alors, quand je sens que, tu sais, les situations dérapent, je suis en mode. Allez, vas-y, au pire, tu t'écriras une chanson. Ça m'est arrivé, j'avoue. Donc, quelque part, c'est une forme. J'ai mis un petit dictaphone. Donc, c'est une forme de. C'est pas ça non plus. Non, c'est une forme d'autodestruction, peu. Mais ouais, ça m'est arrivé. On écrit mieux quand même dans le malheur, pardon, dans la tristesse. Moi, je suis d'accord. Ouais. Tu dis, salut, je vais bien. Non, tu fais pas ça, personne. Je pense que c'est un échappatoire facile mais on pour dira nous, pas parce leur nom. que même quand on est en train de vivre quelque chose de difficile, on est déjà en train de se dire en fait, je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose de beau. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment une manière d'exprimer, d'avoir l'impression d'avoir une prise sur les choses, tu sais, dans les moments où justement tu l'as pas, quoi. Ouais, se dire que c'est pas pour rien au moins. Ouais. Mais ça, je crois que tous les artistes ont ça. Ouais, bien sûr. Moi, je crois que tu crées quand il y a une forme d'écartèlement, quoi. Quand t'es écartelé par quelque chose. Et on va revenir à Brel, justement, et à ce qu'il nous dit sur la création et sur la dualité talent, travail. On va pouvoir en discuter juste après ça. L'art, moi, je sais pas ce que c'est. Les artistes, je connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, et qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Ah, je la connais. Et l'accident de la nature, je n'y crois pas. Brel, en fait, ce qu'il dit ici, c'est que le talent naturel, le talent brut, c'est pas quelque chose qui existe vraiment, qu'en revanche, il y a du travail, il y a de la ténacité, il y a de la volonté, etc. Pour vous, c'est le talent ou le travail qui font la réussite? Moi, c'est très. Je pense qu'il y a un don au départ pour tous les artistes. Et en fait, c'est ce que me disait mon enseignante de piano, Madame Salignon, qui me disait. J'en ai fait 20 ans. Bon, elle est plus là, mais parce qu'elle était vraiment très âgée. Et non, mais ça a duré 20 ans, mais c'est suffit. Elle est là-haut. Ouais. Là. Et elle me disait le don, c'est bien, mais le travail, c'est mieux. Donc, tu peux avoir 1000 dons. Si tu les utilises pas, si tu travailles pas pour qu'ils se développent et qu'ils se. Enfin, tu vois. Et c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça sert à rien. Je pense que le don que t'as, c'est l'envie de le faire. Enfin, oui, si la passion, t'es pas porté absolument. par une espèce d'élan à créer... Ouais, après, si tu chantes comme la un facilité. Oui, voilà, mais la vois facilité, les gens qui chantent juste tout de suite, s'ils travaillent, ça va être encore mieux. Mais après, t'as plein de... Tu vois, tu parlais de Bachung tout à l'heure. Bachung, il a mis 20 ans. Il y avait une super série... qu'a fait Mishka Asayes là sur France Inter, et il raconte qu'il a mis 20 ans à trouver son son, à trouver la forme avec laquelle il voulait exprimer les choses. Et t'écoutes les premiers trucs de Bachung, c'est affreux. C'est vraiment terrible. Ah bah oui, on dirait vraiment François Valéry, quoi. La violence. Même pas si vous savez qui c'est. Esquive, François Valoche. François Valoche. Il s'est pris une bastos. Non, mais c'est rassurant. Gratos. C'est rassurant quand même, parce que tu te dis qu'il n'y a pas que Rimbaud, quoi. Il n'y a pas que l'espèce de fulgurance où le mec, genre, c'est un génie tout de suite. Qu'il y a des choses qui se construisent aussi. Mais est-ce qu'on sait vraiment d'ailleurs si quelqu'un comme Rimbaud, c'était Rimbaud. Pourquoi je l'ai prononcé Rimbaud, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme Rimbaud, est-ce que c'était vraiment un génie qui n'écrivait que ce qu'on a vu, ou est-ce que j'ai vu une interview d'Amélie Nothomb récemment, qui est d'ailleurs d'Arlon, on en parlait tout à l'heure, autour de ça, dans le sud de la Belgique, qui elle est très prolixe. Je crois qu'elle a sorti plus d'une trentaine de liveurs. Et puis elle en a beaucoup. Et pour autant, elle en a écrit plus d'une centaine. Et en fait, elle est graphomane, ouais. Et on a eu l'autre jour aussi, dans le cadre d'une émission sur les chiffres, une écrivaine et informaticienne, quelqu'un d'assez génial au premier sens du terme, qui s'appelle Catherine Dufour, qui disait qu'en fait, elle a écrit toute sa vie et qu'à 27 ans, elle a pris 2 sacs poubelles de 50 litres où elle a mis tout ce qu'elle avait écrit depuis le début de sa vie, en se disant, allez, ça c'est de la merde, maintenant j'ai écrit tout ça, c'est bien, je pars de zéro et je vais me mettre à écrire. Mais non. Ouais. Elle a vraiment jeté. Elle a tout jeté, ouais. Mais j'aurais tout récupéré. Ça va pas ou quoi de faire ça? Elle a
absolument tout jeter. 27 ans. Et elle, pour elle, en fait, ce qu'elle disait, c'était que le travail d'écriture, c'est du travail. C'est pas du talent où d'un coup, ça te prend. Mais ça peut pas être ou l'un ou l'autre. Enfin, c'est hyper caricatural de dire que. C'est le but, que vous alliez dans les nuances. Bien sûr. Mais non, mais est-ce que Rimbaud est un génie ? Oui. Enfin, le mec a 16 ans, 17 ans, il écrit des poèmes sur un carnet alors qu'il dort dehors. Et cette poésie-là continue à écraser tout le monde 150 ans plus tard. On peut dire que c'est un génie. Après, Mozart était un génie aussi, également. Voilà. Après, on a quelques-uns quand même. Je suis complètement d'accord que sans travail, la poésie c'est encore autre chose. Mais regarde Gainsbourg. Gainsbourg, il écrivait des chansons dans un taxi sur un bout de nappe. Bon, il n'y avait pas le téléphone. Donc et à côté de ça, quand il a arrêté de travailler et qu'il était trop bourré tout le temps, il a quand même fait des trucs qui étaient vraiment beaucoup moins bien. Mais je pense que c'est ça aussi la beauté de l'art en général. Je pense que c'est qu'on ne peut pas vraiment valoriser le truc en disant... je pense qu'il y a des choses qui vont toucher énormément de gens, qui sont faites avec... beaucoup de candeur, tu vois, et très peu de réflexion, et d'autres choses qui sont faites avec énormément de réflexion, énormément de travail, et qui vont pas toucher. Qui vont pas toucher, alors que c'est ultra technique et ultra dur à faire. Donc, et je pense que c'est ça qui fait la beauté de ce qu'on fait. Et les génies dont on parle, je pense qu'ils savent pas, eux ne se sont jamais considérés comme tels, quoi. Et comment on vit d'ailleurs cette dualité entre les choses très faciles qui peut-être vont toucher tout le monde et des choses aussi plus niches, mais plus personnelles qui vont toucher moins de monde. Comment vous vivez tous et toutes autour de la table cette dualité entre ok, là je peux faire un truc simple, peut-être qui va être très commercial et plaire à tout le monde, mais qui ne sera pas vraiment commercial. C'est très difficile de faire un truc simple. Ah non, dans l'écriture, c'est beaucoup plus dur parfois de faire du simple. Mais en tout cas, comment est-ce que vous voyez la dualité entre quelque chose dont vous savez que ça va être commercial et qui n'est pas forcément vous, mais qui en tout cas est prêt d'avoir un spectre large. Je sais pas. T'arrives jamais. Non, mais dit-elle avec une victoire de la musique, Non, mais victoire de la musique, mais c'est. Comment faire. En fait, mais je t'aime, par exemple, c'est une chanson que j'ai écrite il y a maintenant 5 ans ou je sais plus. C'est un peu un ovni quand même au final. C'est complètement un ovni. Moi, j'aime les mots très simples. Après, c'est l'interprétation qui fait. Pour moi, les choses. Mais c'est le genre de truc que tu peux pas prévoir, par exemple, sur cette chanson. Je l'ai mise dans un tiroir. Je l'ai écrite pour l'ex-personne avec qui j'étais. Et je le regardais. Et il m'inspirait. En fait, je t'aime, mais je t'aimerais pas plus que ça. C'est horrible, mais c'est vrai. Bon. C'est pas méchant, mais c'est cool. Je t'aime déjà beaucoup, mais ça pourra pas. Normalement, ça évolue quand même, l'amour, si tout va bien. Et je lui chante. Il dit bon, tu me quittes. Je dis non, je t'explique que peut-être. Bon, en gros, je quitte pas, je t'explique simplement mon point de vue en musique. Et c'est ouf. Je l'arrange. Et je rencontre Fabien, qui est encore malade, qui me dit je fais un album de duo, etc. Est-ce que t'as envie d'en faire partie ? Non, bien sûr que oui. J'ai dit oui tout de suite. Oui tout de suite. Et puis il compose moi aussi, il écrit moi aussi. Je dis j'ai une chanson que j'aime beaucoup, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas finie. Et en fait, je lui ai fait écouter, il a fait une improvisation dessus, il a dit tu touches à rien, je vais te répondre. Et en fait, j'ai gardé ma chanson comme elle était, couplet-refrain, et il a rajouté ça, et c'est devenu le Je t'aime qu'on connaît, donc OVNI. Mais les mots sont très simples, l'interprétation, elle est... Voilà. Ouais, mais c'est ça en fait. Mais c'est direct. OVNI, ouais, c'est fou, je comprends pas. C'est une valse, je comprends pas. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est rassurant. Moi, et derrière, je fais des sons pareils, n'insiste pas, ne me jugez pas. Ce sont des grosses chansons, mais qui ont une grande ampleur. Non, mais je voulais parler même des moments où, par exemple, des labels, des maisons de disques peuvent vous dire, écoutez, ça c'est bien, c'est toi, mais c'est un petit peu niche, peut-être que ce serait bien de le lisser un peu pour moi, que j'écoute ça pas, plaise. Moi non plus, j'écoute pas. Voilà. Et moi, toi non plus, j'ai l'impression. Et toi non plus. Je suis en mode, j'entends ce que vous dites, mais non. Ah, pas pour nous. Le fait, par exemple, d'être dans un groupe, est-ce que... ça, j'ai jamais posé la question, d'ailleurs. Quand on est à trois, du coup, là, dans ton cas, à apporter des textes ensemble, est-ce qu'on peut dire, écoute, là, gros, en fait, cette partie de ton texte, je pense que ce serait mieux de faire comme ça. Enfin, est-ce qu'on peut apporter des mots délicats, délicats, ça doit arriver. Ouais. Mais ça peut aider aussi. Oui, voilà. En fait, ouais. Mais c'est vrai que c'est très différent de créer à trois que créer tout seul, évidemment. Ah oui. Parce que, quand tu commences un morceau, tu as en tête déjà la place que tu vas laisser aux autres. Et puis il y a toujours un peu cette surprise où parfois tu commences un morceau sur un sujet, je sais pas moi, ça va être le fait d'être loin de sa copine en tournée. Et puis lui on a compris le message. Lui va venir avec un couplet et puis il va
ça va l'inspirer peut-être un peu autre chose, il va un peu parler d'autre chose. Bon, t'es un peu là, bon, mais ça t'a parlé, mais moi je voulais qu'on reste là-dessus. Il y a toujours un peu un débat, mais je trouve ça super bien, quoi. Mais donc chaque morceau, c'est un peu, ça devient un peu un micmac entre les émotions de chacun. Tu vois, ouais. C'est pas facile, mais c'est une super bonne école. Parce que ça te fait du coup parfois aussi te forcer à écrire sur des choses que toi spontanément t'aurais pas écrit là-dessus, tu vois. Et donc tu quittes un peu cet égocentrisme, tu vois, qui a quand même beaucoup dans la musique. Enfin, quand on écrit souvent, on veut écrire sur nous. Et ça, c'est une super école, je trouve. Ouais. Et puis ça t'oblige à te dépasser sûrement, ou à te remettre un peu en question, ça doit faire du bien. Ouais, et puis il y a toujours une compétition un peu saine, tu vois, aussi. Bah bien, genre qui a le meilleur couplet et tout. Ouais, genre son couplet c'est le meilleur dans ce truc-là. Du coup, ok, il a fait ça, la faut que je, tu vois, ouais. Ce soir, je suis avec Cyril Dion, Camille Lelouch, Emma Peters et Swing pour discuter de Jacques Brel et de tout ce qui va autour. Et en l'occurrence, nous avons écouté tout à l'heure des extraits un peu de ce que disait Brel sur le talent, le travail, tout ça. Bon voilà, il a dit des choses assez brillantes, mais il a aussi dit des conneries, hein, notamment misogynes. On va y revenir tout à l'heure avec le brélologue autoproclamé de la tablée, Cyril Dion, qui va pouvoir rajouter une nouvelle casquette à un tas de casquettes qui est déjà assez important. Et on va se poser cette fameuse question dès maintenant. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste ? Là, on rentre dans la période hard. C'est plus du tout la même ambiance d'émission. Non, de façon plus simple. Si c'est pas évidemment un tueur en série ou je ne sais quoi. Est-ce que vous continuez, vous, à consommer des œuvres d'artistes qui ont été complètement... Non, moi non. Ah non, absolument pas. Bah non, ça me dégoûte. Déjà, j'ai l'impression que c'est effectivement séparer l'œuvre de l'artiste et pas forcément l'homme. Ouais. Parce que c'est souvent l'homme le problème d'ailleurs. Ouais. Mais je pense que ça dépend un peu ce qu'ils ont fait, quoi. J'entendais Gaël Faye l'autre jour parler de Michael Jackson et je trouvais que c'était super ce qu'il disait. Il disait pour moi Michael c'est le plus grand, enfin comme tu disais tout à l'heure. Et j'ai vraiment une dette éternelle, mais j'arrive plus parce qu'il y a une espèce de lien entre lui et moi qui est rompu parce que je me projetais dans lui parce que j'avais une espèce de confiance, je m'identifiais et là tout d'un coup j'y arrive plus et donc j'ai plus envie d'écouter. Et pour autant il disait aussi de Céline, bah oui, Voyage au bout de la nuit restera sans doute l'un des plus grands romans du XXe siècle et je le vois bien, mais est-ce que j'ai encore envie de le lire? Bon, pour Brel j'ai l'impression que c'est un peu plus Brel il était vraiment misogyne. Ça se ressent pas dans toutes ses chansons. Je peux aussi le remettre dans son époque, Brel, par exemple, pour un certain nombre de choses. Tout comme je peux remettre Gainsbourg dans son époque. Mais bon, ils ont pas agressé sexuellement des enfants, ils ont pas tué des gens comme Bertrand Cantat. Gainsbourg. Enfin, Gainsbourg, c'est possible, ouais. C'est vrai. Je dis ça en même temps. C'est une belle nouvelle pour moi en tout cas. Décidément, on va plus écouter personne. Allez hop, on va couper la radio, terminado. Non mais moi en tout cas, j'ai l'impression que j'ai quand même une gradation dans le. Oui, bien sûr, heureusement. Voilà. Mais justement, en fait, c'était exactement là que je voulais en venir. C'était la contextualisation de propos d'un autre temps. Parce que au final, peut-être que dans 50 ans, quelqu'un écoutera cette émission et dira « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils étaient problématiques tous les 5 ?» Ils disaient des horreurs. Et justement, le débat sur la cancel culture, je pense le débat vraiment primaire, je pense qu'on peut s'en passer. On n'est pas sur CNews ni sur bientôt Feu C8. Mais en revanche, j'aimerais voir juste où on place la barre. Parce que c'est vrai qu'il est communément admis de totalement éliminer du champ de ce qu'on consomme des artistes auteurs de violences. En revanche, sur les artistes qui chantent des violences, ça fait déjà débat. Typiquement, je sais que dans les milieux féministes, il y a toujours un énorme débat sur faut-il continuer d'écouter du rap misogyne ou pas. Et j'aimerais même qu'on abaisse la barre plus bas. Est-ce qu'on peut continuer à écouter des artistes qui pensent dans leur vie privée de façon violente? Brel est un très bon exemple. Il m'arrive de poster des chansons de Brel en story et je reçois des messages de la police de la pureté politique qui m'expliquent qu'en fait je suis une mauvaise féministe d'écouter Brel parce que en 1967 il a dit ça sur les femmes et puis en 71 il a dit ça sur les gays. Et en fait du coup je me pose toujours la question, jusqu'où faut-il aller dans cette pureté qu'on doit s'imposer à soi-même, quoi. Moi je pense que franchement après il faut pas aller dans les extrêmes, c'est les extrêmes qui nous handicapent et qui nous frustrent et qui après nous permettent, on peut plus rien dire pour plus rien faire. C'est comme les rappeurs, évidemment il y a des styles aussi, il y a le rap hardcore, tout est dans le titre en fait.
Rap hardcore, c'est rap hardcore. Et un artiste, il doit normalement s'exprimer comme il le veut. Après, si derrière, il fait des choses qui vont pas, d'accord. Mais après, artistiquement, je parle. On parle de musique, là. Musicalement, tu dois pouvoir dire ce que tu veux, comme tu le veux, comme tu l'entends. On n'aime pas. On t'a pas forcé d'écouter ça. Et après, c'est aussi aux parents derrière de faire attention. À un moment donné, tu vois, je pense qu'il y a ce truc-là. Mais si tu nous brides, nous, les artistes, qu'est-ce qui nous reste ? C'est terminé. Oui, puis un artiste, il peut totalement interpréter ou chanter une histoire qui n'est pas forcément la sienne, ou se mettre dans le personnage ou raconter quelque chose. Et souvent, c'est ce qui arrive. C'est souvent ce qui arrive. Pour sauver c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure, hein, sur le travail. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'une œuvre d'art, c'est quelque chose qui t'échappe. Je cite tout le temps Bob Dylan, je suis désolé. Bobby. Mais toujours ce vieux Bobby. On aurait dû l'inviter. Hein. Non, mais on aurait dû inviter Bobby parce que. Mais quand il disait par exemple qu'il savait pas qui avait écrit un certain nombre de ses chansons. Quand il parlait de Like a Rolling Stone, il dit c'est un peu comme si un fantôme m'avait visité, il m'avait laissé une chanson, je comprenais même pas ce que j'écrivais. Et donc tu peux te dire que à partir du moment où une œuvre échappe à quelqu'un, elle prend une forme d'identité propre et une existence propre, et que tu peux être bouleversé par une œuvre qui a traversé quelqu'un qui, dans sa vie, avait parfois des propos, si c'est le cas de Brel, qui étaient pas formibles. Mais il y a une question que je me pose parfois, mais mes questions vont toujours trop loin de toute façon. Mais Cyril, on a remarqué. Tu es à mon instar t'as un pied dans les milieux militants aussi, enfin même les deux pieds d'ailleurs. Tu vois, il y a toujours la question du boycott des choses qui se posent. Par exemple, moi, je ne vais plus dans les points relais alors que je passe ma vie dans les gares parce que ça donne chaque euro et finalement peut venir dans la poche de Bolloré, donc ça me fait un petit peu chier quand même. Voilà. Mais du coup, ils font des petits pains au lait en tout cas, si je peux me permettre. Vraiment, quand je te dis que je passe ma vie dans les gares, dommage pour toi. C'est compliqué. Mais du coup, est-ce que par exemple, toi, du coup, tu boycottes des artistes dont tu dis potentiellement ils sont pas du même avis politique que moi, etc. Moi, je trouve que c'est différent de boycotter des gens qui sont vivants ou des entreprises qui sont vivantes, enfin qui existent aujourd'hui et qui ont un pouvoir de nuisance considérable. Et donc de se dire, j'ai pas envie de donner de l'argent à cette personne-là, j'ai pas envie de lui donner de l'énergie. Je trouve ça différent de dire, je boycotte l'œuvre de quelqu'un qui n'est plus là et qui d'une certaine façon fait partie du patrimoine, où là, j'ai l'impression que ça appartient à tout le monde et chacun peut en faire un peu ce qu'il veut. J'ai l'impression. Et du coup, sur la question typiquement de Gainsbourg, où on a des textes qui sont explicitement... oui, et puis des textes racistes, enfin, il y a plein de trucs. Est-ce que du coup, ça enlève l'apport considérable à plein de styles musicaux, ou est-ce qu'il faut ménager la chèvre et le chou et se dire, d'accord, mais en fait, moi, je prends ces apports-là, mais dans le même temps, le gars, on arrête de le célébrer, on arrête de donner son nom à des stations de métro, on arrête de faire des rétrospectives. Tu sais, il y a eu ce débat-là, c'est vachement intéressant au César, puisque c'est une question qui se pose tout le temps, malheureusement, puisqu'il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont très problématiques. Et ce que l'Académie des Césars a décidé là, je trouve que ça s'applique pas mal à la musique, c'est de dire, si quelqu'un gagne un prix, c'est-à-dire l'Académie a voté pour lui donner un prix, on lui donne, parce que qui sommes-nous pour aller contre le vote de l'Académie, mais en revanche, on ne le fait pas venir et on ne le célèbre pas. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas. On le met pas dans la lumière. En revanche, bon, il a gagné son prix, Bon, de la même façon, je pense que là, on peut considérer que des gens ont fait un apport à la musique, à l'art, à la culture, et c'est le cas de Gainsbourg. C'est sûr qu'il a apporté des choses à la musique qui sont considérables, mais qu'on peut arrêter d'en faire des rétrospectives, des hagiographies, et de dire que c'est quand même un dieu, qu'il est extraordinaire, etc. Parce que c'était aussi une merde pour plein de sujets. Mais en même temps, tu parlais d'époque tout à l'heure, et je trouve qu'en fait, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais c'est assez important aussi que ces chansons-là et ces chanteurs-là existent, parce pour qu'on puisse en arriver là. Et quand on écoute ces textes, se dire putain, on a évolué et voilà ce qu'il faut plus faire et pourquoi c'est grave. Et je trouve que ça fige, et c'est ça que j'aime bien dans la musique, c'est que ça fige des époques pour l'éternité. Et des histoires. Et je trouve ça important, même j'étais dans un taxi hier, il écoutait Sardou en boucle et je me dis qu'il y a des trucs quand même archi problématiques aussi, et en même temps c'est cool de voir où on en est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on reproduira pas ça. Donc je pense que malheureusement c'est aussi important que ça ait existé. On en parlait tout à l'heure en antenne. Arthur Teboul a fait un disque avec Baptiste Trottignon de reprise, qui est hyper beau. Et il a repris une chanson de Brel qui s'appelle La ville s'endormait, qui est une sublime chanson. Et dans cette chanson, il y a une sortie de route, mais vraiment incompréhensible,
où tout d'un coup il dit « Et les femmes ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes, et je ne suis pas bien sûr, comme chante d'un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. » Et quand j'ai vu... Un petit lâchage. Mais vraiment, le couplet n'a rien à voir avec le reste du texte. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là ? Ouais, comment il en est arrivé là ? Et en fait, quand Arthur a repris le truc, je suis allé voir son spectacle au Francophonie. Et quand il a commencé la chanson, je me suis dit, je suis sûr qu'il a coupé ce couplet. Et en fait, il l'a coupé. Et on en a parlé après. Et je lui dis, t'es coquin quand même d'avoir coupé un couplet d'une chanson de Brel. Et il me dit, mais sortie de route. Et je lui dis, mais carrément, sortie de route. Et donc, je trouve que, par exemple, pour Brel, on peut se dire, moi, il y a plein de moments où je l'écoute parler et où j'écoute des chansons et je me dis, mais quel con. Oh là là là. Et en même temps, à d'autres moments, je vais me dire, mais quel génie. Bien sûr. Oui, bien sûr. Juste avant, dans Tunnel, nous discutions des propos d'un autre temps. Est-ce qu'il fallait les mettre dans le contexte ou pas ? On a parlé de Brel, on a parlé de Gainsbourg, on a parlé de Sardou, je ne sais plus si c'était au micro ou en off en tout cas. Nous avons parlé de tous ces artistes de l'époque. Et de nos jours, on sait que le style musical le plus consommé de très loin est le rap. Et on parle tout le temps de la misogynie du rap. Notamment par exemple avec le rappeur Jul, qui a sorti des dizaines d'albums depuis. On entend en permanence qu'en 2014, dans sa chanson Sors le cross volé, le premier tube qu'il a fait connaître, il a dit te déshabille pas, je vais te violer. Il a sorti des centaines de chansons derrière, ce qui n'excuse pas le texte de cette chanson, mais enfin, on entend en permanence que le rap serait un affreux style musical misogyne, responsable peut-être des centaines de féminicides qui ont lieu en France chaque année et du fait qu'un violeur sur 100 seulement aille en prison. Et alors effectivement, même s'il y a un petit souci dans le rap, comme quand Caris fait systématiquement crier pute à des foules d'hommes torse nu à chaque festival où il se produit, ce qui, pour être allé à pas mal de ses concerts, ne fait pas toujours se sentir trop en sécurité quand on est une femme au milieu de tout ça. Comme quand autant d'albums de rap sortent et parlent en boucle de michetonneuse versus fille mariable. Effectivement, il y a parfois des problèmes de misogynie, mais enfin, est-ce que le rap n'est pas juste une cible facile pour tous les commentateurs de France et de Navarre? On n'a pas attendu le rap pour avoir des chansons misogynes. Ça, la preuve, on en parlait avant. On parlait de femmes des années 80 de Sardou, ou on parlait de mots problématiques dans la chanson de Brel. C'est pas vraiment le rap qui est problématique, c'est les mecs qui sont problématiques. Mais Brel, justement, qu'est-ce qu'il disait ? Est-ce que tu l'as par cœur, la citation où il dit que la femme est un obstacle à l'aventure et à l'autoréalisation parce qu'elle veut juste pondre son œuf ? Il a un problème avec sa mère. En substance, oui, il disait que la femme voulait pondre son œuf et faire un nid, et qu'elle voulait retenir l'homme, justement, dans ce nid-là, et que l'homme avait besoin d'aller à l'aventure, d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté de la colline. Donc il avait vraiment une représentation de la femme qui était la mère, quoi. Donc, et puis qui était une entrave à la liberté de l'homme, quoi. Donc l'homme veut vivre et la femme, c'est un espèce de personnage secondaire un peu chiant. Non, la femme veut procréer, la femme veut construire de la sécurité. C'était vraiment. Pas que, je te confirme, pas que. Ouais. Non, mais c'est heureusement. C'est dur déjà. Heureusement qu'on pense plus comme Brel. Il y a aussi un passage de Brel où, alors il explique bien en préambule qu'il n'est absolument pas homosexuel, c'est quand même très important de le préciser, mais que pour lui l'amitié ne peut être donnée qu'à des hommes, puisque c'est trop noble que pour que les femmes en soient sujets. Donc voilà, donc pourquoi avec des propos aussi misogynes, quand même on peut se le dire. Ferré aussi avait dit des choses absolument terribles sur les femmes. Je crois qu'il est même médaille d'or, on peut se le dire. Il nous disait... les JO. Non, il nous disait, je cite... Alors on a aussi Brassens qui avait dit « Le comble enfin, misérable salope, comme il ne restait plus rien dans le garde-manger, t'as couru sans vergogne et pour une escalope, tu t'es jeté dans le lit du boucher ». Ah, là, il y a de la rancœur. Pour une escalope, et puis il y a de la rancœur là. Tu sens que c'est quand même. On a Sardou qui a envie de violer des femmes, de les forcer à l'admirer, envie de boire toute leur lavande. Voilà, et donc, on a enfin Léo Ferré qui disait la misogynie, c'est intéressant, vous savez, il faut être misogyne, il faut savoir mettre les femmes à leur place, et quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles nous foutent la paix. Qu'est-ce qui explique que du coup, de nos jours, on ne pointe que le rap comme style musical responsable de cette misogynie, comme s'il l'avait inventé. Énormément de noirs et d'arabes, donc ça permet, si je peux me permettre. Donc non, mais pourquoi ? Ça permet aux racistes de se régaler, de se dire, regarde, déjà on les aime pas, et en plus ils chantent ça, donc on s'en sert, et ça permet aussi de déplacer tous les autres sujets. En fait, c'est ça, je pense. C'est que... My man. Non, mais oui, le rap, ça raconte énormément de choses, et alors... Je pense honnêtement que oui, à plein de moments c'est misogyne et c'est problématique, vraiment.
Mais je pense qu'à plein de moments aussi, on pointe ça parce que c'est une manière de ne pas pointer plein d'autres choses que le rap amène, tu vois, et des vrais trucs. Il y a des vrais problèmes économiques, il y a plein de choses, tu vois, le racisme ambiant. C'est pour déplacer le sujet, quoi. Et ça aussi, c'est des choses qui sont beaucoup racontées dans le rap, mais qu'on pointe moins. Donc ouais, évidemment, il y a un truc qui est malheureusement un peu classique. Hein. Oui, ça permet c'est un peu tout le temps comme ça. D'attribuer la délinquance, la vulgarité à un seul type de personne. Mais surtout, moi, je me souviens, le rap, quand j'ai découvert ça, j'avais 10 ans, donc c'était en 2005. Les groupes qu'il y avait, c'était type Sniper, Psychiatre, tout ça et tout. Ça parlait beaucoup plus, je me souviens, de misère sociale, justement. Notamment, là, j'ai plein de textes des psychiatres qui me viennent en tête, que de misogynie. Enfin, parfois, oui, les femmes étaient évoquées, mais comme dans le texte de Diams, c'était pas dans des termes très flatteurs, mais c'était pas ça l'objet. Et j'ai l'impression, limite, que là, justement, tous ces textes dont je parle, qui parlent vachement de michetonneuses, de ci, de ça, c'est plus ces 10 dernières années, maintenant que le rap est devenu un truc mainstream et qu'il est à fond dans l'industrie. Mais je pense que c'est aussi à cause de tout ce qu'on voit, tu vois, il y a la télé-réalité, il y a tous les réseaux, les machins, et les nanas aujourd'hui, enfin pas toutes, attention, mais il y en a qui aiment bien, tu vois, la chirurgie, les machins, les beaux sacs, les trucs, enfin c'est devenu une mode en fait, elles ont un peu fédéré dans le mauvais sens, pas toutes, attention, mais certaines, ce truc de il faut faire de la télé-réalité, il faut te mettre avec un mec à de l'oseille, etc. Et donc les mecs derrière, ils rencontrent ces nanas-là, et tu vois, il y a aussi toute cette génération, c'est aussi les réseaux, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est TikTok, mais ça épouse un récit en fait. Je trouve que ça aide pas non plus à. On n'est pas dans les. Et puis on est dans une. On évolue musicalement, tu vois, même dans le rap, ça évolue. Mais je pense que le rap, comme tout art, ça vient d'une urgence d'exprimer quelque chose. Et je pense que donc ce qui va t'habiter, même si peut-être c'est plus ta réalité actuelle, ça reste quand même c'est ce qu'on se disait. La base d'où tu viens. Et donc je pense que c'est pour ça qu'à plein de moments, il y a un petit décalage parfois entre la réalité qu'ils vivent actuellement et puis ce qu'ils racontent parfois dans leurs textes. Mais c'est vrai que dans le rap, contrairement à par exemple un acteur qui va clairement jouer un personnage, il y a toujours un peu cette limite qui est pas toujours claire entre deux phases. Parfois je vais faire une phase, bon c'est pas vraiment moi, mais la rime elle est bien, et puis finalement je raconte un truc qu'un pote a vécu, enfin tu vois, qu'il a envie d'être peut-être. C'est jamais, je trouve que c'est pas toujours très clair. Et donc à plein de moments aussi, je pense que c'est ça qui fait que certaines phrases vont résonner plus durement, tu vois. Alors que je pense qu'à plein de moments, on peut aussi, par exemple, se mettre dans un personnage et raconter quelque chose qu'on n'est pas du tout, tu vois. Même par exemple l'exemple de Damso, je sais plus dans quel album. Amnésie. Qui fait un morceau qui s'appelle Julien, je crois. Sur un pédocriminel, dans son deuxième album. Encore maintenant, je sais même pas quel avis j'ai là-dessus, tu vois. Mais c'est très particulier, quoi. Bon, pour les gens qui connaissent pas, en gros, il se met dans le personnage d'un pédophile. Où il raconte, en tout cas, je sais pas si c'est lui dans l'histoire, mais... Il parle de Julien, oui, en fait, non, il parle à ce pédocriminel pendant toute la chanson et il le suit, en fait. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de conclusion, tu vois, on sait pas vraiment pourquoi. On sait pas trop ce qu'il pense, Et en fait, finalement, moi, je le vois plus comme un morceau qu'il a fait comme une sorte d'expérience scientifique, où il s'est dit, j'ai envie de faire un morceau là-dessus. Mais ça a aussi le mérite d'exister. Je pense que l'art, c'est pas toujours pour que ça soit beau, c'est pas toujours pour faire plaisir. Et c'est aussi pour parfois choquer. Après, parce que dedans, il dit que Julien, ça peut être ta mère, ton père, ton voisin, ton truc. Donc il a quand même ce truc-là qui fait la chanson, elle est d'une extrême violence parce que c'est horrible. En plus, il le décrit avec des détails sordides, mais qui sont la réalité. Donc ça fait du bien de l'entendre. Et à la fin, il rappelle que Julien, ça peut être n'importe qui. Et ça fait du bien. Et c'est bien que le mec s'appelle Julien aussi. Après, bien français. Sur ce même album, il y a aussi, si je me trompe pas, le titre Deux âmes pour une. Je sais pas si tu vois ce titre, où en fait il sort bourré d'une boîte ou je ne sais pas quoi. Enfin, le personnage qu'il incarne sort bourré d'une boîte et finit par violer une prostituée qui en fait est sa mère. Enfin, oui. Le titre il est brûlant et les deux titres, je vois pas comment tu peux les streamer en fait chez toi. Enfin, tu les entends une fois, tu te dis il a conçu un. Ouais, il a été dans une zone incognito de rap pour le moment, mais du coup je trouvais ça. Ouais, je comprends. En vrai, je parle d'un point de vue très artistique. C'est horrible. Ouais. Et à la fois, c'est comme dans un film d'auteur où d'un coup, ça commence par une scène de viol. Ouais, voilà. Tu peux sortir de la pièce, c'est pareil, c'est un moyen d'expression, tu vois. Du coup, c'est différent parce que là, c'est assez instantané, etc. Un film, t'es posé, tu regardes le truc, tu sais que c'est fait pour. Là, d'un coup, tu te prends ça dans la tête. Je pense que, effectivement, c'est chaud, mais est-ce que c'est bien fait ?
Ouais, et puis, je trouve que tu vois, je sais pas si... ça remet l'église au milieu du village, quoi. En vrai, le rap, ça reste ça aussi, tu vois. C'est pas, on raconte pas que nos vies. Sinon, ça dénonce des trucs. Voilà, il y a parfois des tas de phrases qui sont pas liées à nous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui, du coup, qui explique le fait que ce soit toujours le rap qui est pointé sur la misogynie? C'est plus des questions de racisme, de classisme. Moi, je pense franchement. Il y a ça, mais il y a aussi ce que tu disais, c'est que c'est le genre musical le plus écouté, donc c'est le plus attaqué. Si personne écoutait le rap, tout le monde s'en foutrait. Est-ce qu'en Belgique, où justement il y a encore ce cordon sanitaire, enfin moi je trouve vraiment qu'à BX, comment dire, tu vas moins entendre des propos dégueulasses au quotidien qu'à Paris. Enfin, qu'en France, en fait, il y a vraiment une grosse différence. Je trouve que quand tu arrives à Paris, ça t'attrape à la gorge. Parce que Bruxelles, c'est hyper éclectique. Enfin, il y a des gens de partout. J'ai l'impression que c'est un vrai mélange à Bruxelles, pas comme à Paris. Non, puis t'as pas aussi ce monde médiatique. Il y a des cons dans le monde médiatique belge, mais t'as pas ce truc asphyxiant de la culture du débat des éditorialistes et tout, qui a finalement que quelques années ou décennies en France. Mais je veux dire, est-ce que t'as l'impression que le rap se fait autant taper dessus en Belgique que ce qu'on peut voir en France, avec des politiciens qui veulent l'interdire parfois, enfin qui vont super loin, quoi? Ah, c'est dur à dire, franchement. Parce qu'en fait, médiatiquement, c'est très différent, la France et la Belgique. Déjà... même en tant que Belge, à plein de moments, en fait, parfois on voit beaucoup plus les médias français parce qu'ils sont juste beaucoup plus forts et qu'on est un peu les voisins. Le fait aussi que le pays soit divisé au niveau des communautés germanophones, néerlandophones et francophones, ça fait qu'en fait les médias sont assez peu puissants et donc en vrai, je sais pas vraiment dire, parce que même moi quand je sors de la musique, je vais passer beaucoup plus de temps à faire des médias français que des médias belges. Ouais, bien sûr. Donc en vrai, je sais pas dire, parce que je pense qu'il y a aussi le fait que la musique que moi je fais et que j'incarne, c'est, on va dire, une musique qui est parfois un peu plus media friendly, tu vois. Et donc en fait, je pourrais pas vraiment dire ça. Tu vois, je pourrais pas parler de ça justement, tu vois, en vrai. Et t'as quand même une bataille culturelle entre l'extrême droite et les progressistes, quoi. Ils font du rap parfois, je le rappelle. On va en parler. On en parle pas. Mais donc le rap est un peu sacrifié sur cet autel-là. C'est-à-dire que c'est leur truc anti-woke, la croisade anti-woke, ils foutent le rap dedans. Oui, mais tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose de l'ordre du racisme, parce que moi j'ai repris énormément de rap sur YouTube et j'ai jamais changé les textes. J'ai toujours interprété genre le Damso avec exactement les mêmes mots, et j'ai chanté des trucs ardos et on ne m'a jamais rien dit. Et au contraire, on m'a dit des trucs qui n'ont aucun sens, genre j'aime pas le rap, mais toi j'aime bien. Mais en fait, si tu m'écoutes, c'est que t'écoutes exactement les mêmes textes que t'aimes. Blonde chante les textes. C'est que t'aimes. Merci Emma. Merci pour ça. Et ça me fait bien plaisir quand tu dis ça. Mais c'est sûr que du coup, en fait, ça n'a aucun sens, le fait que le rap se fasse taper dessus. Et juste avant, vous nous avez entendu dans cette longue discussion qui part de Jacques Brel, mais on ne parle pas que de Jacques Brel. Nous avons parlé des choix des artistes qu'on écoute et du fait parfois de pointer un tel plutôt qu'un tel, en l'occurrence le rap plutôt que la chanson, la variété française dans ce qui est de la misogynie. Ce choix-là est politique parce que tout est politique, vous le savez si vous écoutez souvent cette émission. Et ce soir, nous sommes avec Camille Lelouch, Emma Peters, Swing et Cyril Dion. Moi, quand j'écris, j'écoute des sons qui sont assez doux, beaux et intenses. J'écoute toujours avec de la musique et tout le monde me dit t'es trop bizarre, t'écoutes des chansons à texte pendant que tu écris des textes. Mais par exemple, j'ai cette obsession absolue sur Quand on n'a que l'amour de Brel. J'en parlais juste avant. Donc je l'écoute avec les deux arrangements différents. Je l'écoute version Starac, je l'écoute version Céline Dion. Là, vraiment, j'écoute dans tous les sens. Et pour moi, il y a vraiment un truc où genre l'amour, c'est l'essence du monde et la politique, c'est là pour sauver le monde. Et du coup, il y a un lien très très fort. Est-ce que vous écrivez aussi en crayon? Est-ce qu'on écrit en crayon? Est-ce que par exemple, quand est-ce que vous écoutez de la musique en crayon, pardon? Ah non, impossible. Impossible. Non. Sauf si on est en train de travailler une prod au piano, ou tu vois, on fait quelque chose, mais sinon, non, il faut. Mais en général, moi, ce qui m'inspire, c'est la mélodie. Là, on parle de la musique. Bien sûr. Et quand j'ai un texte qui m'arrive, c'est toujours la nuit. Si vraiment j'ai que le texte avant la mélodie, c'est la nuit, 3-4 heures du matin, et je me dis, oh non, faut que je me lève. Vous avez une petite correspondance là, avec Emma qui, la nuit, trouve des titres d'albums. Non, mais moi, c'est pareil, c'est toujours mélodie en premier. Comme je joue de la guitare, toi aussi tu joues du piano. Exactement. Et on a de la chance d'ailleurs de pouvoir jouer d'un instrument. C'est ce qu'on se disait avec Swing tout à l'heure. Ouais, je suis jaloux un peu. Mais du coup, j'ai toujours la mélodie qui vient en premier. Et si j'ai de la musique en même temps, c'est un cauchemar. C'est le bordel dans ma tête là. C'est contemporain. Ouais, je pense que
quand on fait de la musique, c'est difficile d'écouter de la musique en faisant. Non, mais je parlais pas forcément des mélodies, je parlais vraiment d'écrire des textes. Hein. Enfin, d'écrire les paroles de musique. Ah ouais, mais en fait, oui, sur de la musique. Mais c'est vrai que ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous écrivez parfois en silence, enfin sans musique en fait? C'est ce que je disais, non, justement, toujours sur une mélodie. Voilà, moi ça m'est arrivé la nuit 2-3 fois. Mais je suis obligée de me lever, sinon je perds tout. Le texte ne précède jamais la mélodie ou la prod? En général, non, pas nous. Comme il y a des notions de rythme, tu vois, de BPM et ce genre de choses. Pour le rap, c'est impossible. Pour le rap, souvent j'ai quand même, j'écris pas dans le lourd. Le rap, je pensais que vraiment, premier degré, je pensais que la plupart des artistes, ils écrivaient et qu'ensuite il y avait un producteur qui arrivait qui était là, gros, je vais te faire une prod sur mesure pour ce texte. Non, mais tu peux avoir des idées, par contre, noter des mots, des trucs, et voilà. Mais en vrai, c'est rare quand même. Ouais, moi j'écris des rimes. C'est genre tu te chantonnes le truc jusqu'à ce qu'il y ait des mots qui viennent dessus en fait. Ou tu te scandes. Ça dépend. En fait, il y a plein de manières de travailler. Notes vocales. Comme moi, je fais quand même beaucoup de mélodies. Je fais beaucoup de notes vocales avec des top lines ou parfois j'ai une note où j'écris des rimes ou parfois des sujets, tu vois, des choses comme ça. Et puis après, j'attends d'être en studio avec la personne ou qu'on m'ait envoyé, je sais pas moi. Par contre, moi, j'aime bien écrire parfois juste sur une boucle de piano ou des choses comme ça, tu vois. Parce que ça m'aide à... Je trouve qu'on ressent mieux... les émotions, enfin je trouve que ça fait mieux résonner les mots, ouais. Parfois quand il y a déjà toute une prod avec plein de trucs dedans, tu vois. D'où l'avènement de Sofiane Pamar qui est de tous les concerts où je vais actuellement. Tous les rappeurs font appel à lui, mais c'est vrai parce que t'as ce truc de piano et il y avait Nino était quand même souvent aussi sur des scènes les plus grands. Exactement. Toi, est-ce qu'il y a Cyril qui crée du coup, t'as plein de trucs, donc t'as été romancier, tu es poète, t'es aussi militant, donc ce qui implique parfois d'écrire ne fût-ce que des discours, etc. Ou des films, est-ce que c'est des processus d'écriture qui sont différents que tu fais où tu te mets dans un contexte, dans un cadre différent, ou c'est toujours la même fibre, je vais coucher des idées en écriture automatique ou pas la poésie, c'est très jaillissant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui te traverse, comme j'imagine des vers de chansons, où tout d'un coup, il y a un truc qui arrive, il faut le noter tout de suite. Alors que quand t'écris un roman, effectivement, c'est tellement un travail de longue haleine que t'es obligé de te mettre dans une sorte de discipline. C'est-à-dire qu'il faut que chaque jour, tu trouves le moyen de te rendre disponible. Donc là, il y a plein de façons différentes d'y arriver, hein. T'as des gens comme Nicolas Mathieu, là, qui a eu le concours, qui a eu... Lui, il écrit 1000 mots par jour, je crois. C'est son truc. Il se dit, je fais 1000 mots par jour. Ouais, mais tu vois, justement, Nicolas Mathieu, donc, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, écrit sur le territoire dont il est originaire, donc les Vosges. Est-ce que lui, par exemple, ce serait intéressant de savoir s'il va pas écrire dans des cafés ou dans des trucs comme ça en observant les gens, tu vois? Ça dépend ce qu'il écrit, mais a priori, pour ses romans, non. Il écrit chez lui. Il y a un super podcast qui s'appelle Bookmaker, qui est sur Arte Radio, qui raconte, et donc il y a 3 épisodes avec lui, il raconte comment il travaille. Moi, c'est un des trucs qui me passionne le plus d'interroger les écrivains sur la façon dont ça vient, quoi. Parce que c'est ça le truc mystérieux, c'est comment tu fais pour te concentrer et que tout d'un coup, il y ait quelque chose qui jaillisse. Donc ça, effectivement, pour le roman, c'est très particulier. Après, là, je suis en train d'écrire une série de fiction, donc une mini-série de 6 épisodes, très différent aussi, parce que là t'écris à plusieurs, t'es vraiment cadré, c'est-à-dire qu'on a reçu quand même, quand on a commencé le truc, un PDF de Netflix qui nous expliquait ce qu'il fallait qu'il se passe à la 3e minute, à la 10e minute, à la 17e minute, et donc t'es là, bon, alors la place de la créativité. C'est-à-dire qu'ils te disent là il faut un plot twist, là il faut un... D'accord. En gros, il faut que dans les 3 premières minutes, il se soit passé un truc qui ait accroché le spectateur, parce que sinon il va ou la spectatrice, parce ils vont s'en aller sinon. Avant les 10 minutes, il faut qu'il soit repasser quelque chose, parce que sinon les études ont montré que si au bout de 10 minutes tu t'emmerdes un peu, tac, tu changes. Bon, évidemment, il faut que tu aies un cliffhanger à la fin, il faut que la trajectoire de ton personnage suive telle courbe, t'as des trucs très codés, par exemple il y a un truc très connu qui s'appelle le parcours du héros, qui est un truc en 12 étapes, qui est en gros, quand tu prends le parcours du héros, tu te rends compte que Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, tout est vraiment écrit de la même façon. Donc là, c'est encore... c'est très codifié. Là où t'as d'autres formes où... quand on écrit, par exemple, avec Sébastien, là, on est en train de faire un 2e album avec Sébastien Hogg, ça se passe un peu comme ce que vous dites là. C'est-à-dire que où moi, je vais arriver avec un texte, où lui, il va être en train... Parfois, il improvise un truc...
Ou parfois il teste un truc sur sa guitare, je lui dis c'est quoi ça? Il me dit c'est rien. Je dis mais c'est vachement bien, continue. Mais non mais c'est rien, c'est de la merde, c'est juste j'étais en train de tester l'ampli. Je dis mais c'est pas grave, garde-le. Et puis après on se met chacun dans un coin de la pièce, il joue, moi j'écris et puis le truc se construit comme ça. Et là effectivement il n'y a pas de... Enfin c'est l'émulation entre les deux qui fait le truc. Ce qui est dur, je trouve, c'est de trouver son émulation tout seul. Moi, il y a des jours où je tourne en rond chez moi et je sens que ça vient pas. Et il faut que je sorte, que je marche. Parfois, c'est juste ça. T'es bloqué depuis des heures, tu vas marcher 5 minutes et tout d'un coup, hop. Après, c'est compliqué aussi, je trouve, de pas culpabiliser dans tous les métiers créatifs. Parce que on a du mal à se dire, ok, là, j'ai 6 heures de créneau pour écrire. Je vais pas écrire pendant les 6 heures. En fait, je vais rien faire et me tourner les pouces et avoir l'impression en fait, de rien foutre pendant 5 heures. Et à la 6e heure, je vais d'un coup écrire un truc super. Et on a vraiment du mal, je trouve, c'est ça, on a du mal à pas culpabiliser aussi sur ça. Enfin, je trouve c'est très compliqué. On n'est pas des robots, on est des humains, c'est pour ça aussi, on oublie des fois. Parce qu'on a notre petit capitalisme intériorisé. Exactement. Et Cyril, tu avais une petite lecture à nous proposer. Ah oui, alors je voulais vous proposer de vous lire un petit bout d'une des plus belles choses qui soit. Si vous avez jamais lu ça s'appelle Le Plâtrier Siffleur de Christian Bobin, donc, qui était un des plus grands poètes français qui est décédé récemment. Tu peux prendre une photo, effectivement. Mais oui, bravo. Eh bien, Cyril, c'est très très court. Cyril Dion sur Move. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perd, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire que s'ouvrent ici ou là des puits de lumière. Ce n'est pas l'apanage de ce qu'on appelle les artistes. C'est une mère qui remet l'ourlet du drap au bord du visage de son enfant endormi, et c'est comme si elle prenait soin de toute la voile étoilée. À la même seconde, le geste de cette mère se double. De la même main, elle couvre son enfant pour qu'il n'ait pas froid, et apaise tout le noir qu'il y a entre les étoiles, dans le ciel. Ce geste est tellement simple qu'il a des résonances infinies. Je crois qu'au fond, c'est ça la poésie. C'est juste un art de vivre. Cette femme est un poète à son insu. Il n'y a que les poètes qui prennent le monde au sérieux. Ceux qui ont la réputation d'être distraits, étourdis, de ne pas mesurer les choses, de ne pas en connaître la pesanteur. Ce sont eux seuls qui connaissent la pesanteur, le drame des choses, et aussi ce qu'elles contiennent de lumière. Ce sont les seuls voyants et les seuls respirants dans ce monde. Je parle d'une petite tribu dispersée, et qui n'est pas faite que de gens qui écrivent ou qui peignent, esthètes ou artistes. Il s'agit juste d'une manière humaine d'habiter le monde. Parce que dire habiter poétiquement le monde ou habiter humainement le monde, au fond, c'est la même chose. Merci Cyril. Bravo, très beau. Les artistes, justement, au-delà de leur vie qui viennent placer là, ils défendent une vision, en fait, des choses, une vision de l'humanité, une vision du monde, une vision de la société. Est-ce qu'on peut faire de l'art et parler d'amour, parler d'émotion, parler de nos vies sans que cela n'ait de conséquences sur le réel ? Bonne question. Mais... Vous avez 4 heures. Je pense pas, ouais. Alors, sans avoir mangé au bout de 4 heures d'émission. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu fais de l'art pour que ça ait une conséquence Exactement. sur le réel. Enfin, tu le fais pour le partager à d'autres gens, tu fais pour que ce qui t'a traversé traverse la petite membrane qui te sépare des autres. Oui et non aussi, tu vois. On le fait pas que pour nous. Non, mais inconsciemment, des fois, tu écris un truc qui te bouleverse à toi, mais tu sais pas que ça peut avoir cet impact-là. Bien sûr. Tu vois, dans ce sens-là. C'est ça qui est trop beau. Et je pense qu'il faut pas le savoir pour que ça puisse marcher. Exactement. Je suis toujours hyper touchée pendant les concerts, alors que vraiment, enfin, beaucoup de gens quand même maintenant le disent, ça m'attrape à chaque fois. Le truc des artistes qui disent, voilà, j'écrivais ça tout seul dans ma chambre et maintenant je vois que ça parle à plein de gens. Eddie De Pretto l'a encore fait à son Versi là l'autre jour. Et vraiment à chaque fois c'est hyper émouvant, je trouve. Ouais, là, c'est ce que je disais. Ouais. Tu racontes en fait toi ta vérité. Ouais. Et ça me l'a fait quand j'ai parlé de l'alcool. En fait, je voulais juste faire ça pour me mettre une pression et me dire, vas-y, si je croise des abonnés derrière qui me voient péter dans des bars, j'ai l'air con. Donc, je fais ça pour me mettre un coup de pression. Et en fait, ça a parlé à des milliers de gens qui m'ont écrit là-dessus et tout. Et je me suis dit, oh waouh, enfin, il faut continuer à avoir cette parole parce que nos petites expériences personnelles, finalement, ont un écho totalement, quoi. Est-ce que vous avez conscience justement quand vous déclamez ou quand vous chantez sur l'amour ou sur les émotions que ça va avoir un impact direct sur les imaginaires et les pratiques des gens? Pas forcément. T'es tellement précise. Je pense que c'est sain. Je vais m'expliquer. Je pense que c'est sain de ne pas l'avoir à l'esprit. Exactement. Quand tu crées. C'est ce que tu disais. Du coup, je pense que
Mais alors mais je l'ai un peu mieux dit. Ouais, c'est vrai. Et je suis d'accord. C'est un truc de. Je trouve que je l'ai dit quand même vraiment mieux. Ouais. Je propose qu'on vote dans le chat. Enfin, je mélange tout. Non mais. C'est marrant. Non mais ouais. Donc en fait, je pense que non, on n'y pense pas vraiment. Mais c'est un vrai sujet pour les jeux. Enfin, je fais le vieux con 2 secondes. Pour les jeunes artistes, enfin pour quelqu'un qui commence, c'est surtout ne pensez pas aux gens qui vont le lire, qui vont l'écouter, qui vont le regarder pendant que vous le faites, sinon c'est paralysant. Si tu commences à te dire ah putain faut que j'écrive un truc genre qui va tout défoncer, les gens vont être bouleversés, jamais ça ne sera bouleversant. Exactement. Tu réfléchis pas normalement. Tu peux pas réfléchir en écrivant. Non, il faut que ça t'échappe. Exactement. Ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Même chez les créateurs de contenu, une de mes casquettes, on a souvent des agents qui nous disent ouais il faut que tu fasses ci, oui il faut que tu fasses ça parce que là ça va faire des likes et tout. Moi tu me dis ça, je suis incapable. T'es paralysé quoi. D'écrire quoi que ce soit. Alors qu'à l'inverse, si je suis chez moi un dimanche en train de rien foutre, c'est sûr que je vais avoir l'idée qui, on sait pas pourquoi, va fonctionner. Parce et c'est que comme naturel. Ça. Mais je reviens sur cette histoire de vision de l'amour parce que je pense à une discussion avec mon ami Morgane Hortin qui a créé Amour Solitaire, qui est donc une page Instagram qui recense en fait, qui se fait les archives des échanges intimes des gens et qui maintenant fait l'objet aussi d'une série qui est en long et en court format. Et en fait, elle, ça fait depuis 2018, je crois, qu'elle recense les échanges amoureux ou plus amoureux justement des gens sur Instagram, et elle disait qu'en fait au début de cette page en 2018 on n'avait encore pas trop réfléchi sur l'amour hétérosexuel et les relations un peu toxiques parfois qu'il pouvait y avoir, etc. Et en fait elle avait plein de messages qui faisaient écho d'espèces de passions mais qui étaient dévorantes et qui étaient dangereuses, et donc elle postait ça parce qu'elle trouvait ça super excitant, etc. Et que maintenant qu'elle avait vraiment réfléchi au modèle que ça pouvait donner et donc au comportement qui pouvait être reproduit par des gens qui la suivent, elle avait en fait supprimé plein de contenus. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, à même l'exemple en fait que ça va donner aux gens sur ce que vous écrivez? Est-ce que vous essayez de donner des conseils dans vos titres parfois? Moi par exemple j'ai un exemple, il y a le premier morceau qui a bien fonctionné en solo pour moi, c'est un morceau que j'ai sorti, je sais pas, c'était dans mon premier projet solo, donc je me rappelle plus en fait, peut-être 2015. Et dedans, en fait, je parle d'une fin de relation et en gros, je suis un peu dans le perso qui a le seum, tu vois. Et il y a un moment où il y a un bac qui dit une insulte, tu vois, genre. Envers la femme. Ce que j'allais dire, non mais du coup il y a un salope comme ça, tu vois, qui est dans un bac lointain, tu vois. Ça va, salope, c'est pas méchant, salope. Mais il est placé dans un endroit, tu vois, et il y a des hommes qui sont des salopes aussi. En studio, mais en studio on se disait bon, est-ce qu'il faut le garder, pas le garder à l'époque et tout. Finalement on s'est dit bon, on va le mettre dans le fond. Et il se trouve que en le mettant comme ça, en fait, en concert, c'est vraiment le moment que les gens chantent, quoi. Tu vois, il y a vraiment un moment c'est une gimmick. Et du coup, maintenant, quand je joue le morceau, justement à ce moment-là, j'ai toujours une phrase pour dire non les gars, justement, le faisons pas, parce que et moi j'ai plein de choses comme ça. Il y a ça, il y a aussi la question du N-word où quand Kendrick, je suis en concert, moi tu vois, je l'utilise de moins en moins, mais je pense que je vais même plus l'utiliser, mais je l'utilisais à l'époque, et en fait à plein de moments je suis sur scène, il y a un public de gens qui sont blancs et qui le disent. Et c'est une position qui est très particulière, tu vois, parce que quelque part ils le disent parce que je l'ai dit, tu vois, et donc j'ai une responsabilité aussi, et donc c'est des choses comme ça qui sont où parfois du coup tu te fais rattraper par des choses que t'as écrites et que quand tu les joues encore sur scène ou que tu parles à quelqu'un qui a écouté ta chanson, tu te le reprends, et vu que ton mindset il a évolué, parfois en fait tu te rends compte que il y a un petit décalage, quoi. Mais je l'ai évoqué, l'exemple d'un Kendrick Lamar qui il y a quelques mois dans un concert justement a repris un blanc qui chantait très fort le N-word, et en expliquant avec beaucoup de pédagogie, et justement ça peut servir aussi à faire évoluer les visions. Ça peut servir, mais moi ce que ça a fait, c'est que je me suis questionné réellement sur le mot aussi, et sur mon utilisation du terme. Pourquoi tu te réappropriais le en me disant que en fait ça avait pas beaucoup de sens, je pense, pour un francophone en fait de l'utiliser, parce que on n'a pas la même histoire en fait que les Noirs américains, et la langue française c'est pas la même en fait, et donc il y a des mots juste, je pense que ça a moins de sens en fait. Bien sûr.
Qui sont les artistes qui, pour vous, ont le plus, justement, par leurs mots, par leurs vers, par quelle que soit la forme d'art, ont le plus impacté le monde? Tu parlais d'amour tout à l'heure. Là, moi, je suis allé Donc, je suis un inconditionnel des Beatles. Je suis allé voir Paul McCartney à la Défense, là. Quand tu vois 40 000 personnes qui sont en train de chanter Hey Jude à plein poumon et que ça va de 12 ans à 70 ans, et où que tu vois, pour parler d'un autre Beatles, que quand il y a eu les attentats en 2015, tout le monde chantait Imagine partout et qu'il y avait un côté, c'était une sorte de baume qui réparait quelque chose, qui disait on a l'impression d'être au tréfonds de l'horreur et en fait il reste une petite lueur d'humanité et elle est dans cette chanson. Moi j'ai l'impression que les Beatles, John Lennon ont fait leur part de ce côté-là quand même. Cyril, tu as réalisé bon nombre de films qui étaient extrêmement engagés et tout au cours de ta carrière, c'est l'engagement quand même qui guide un peu tout, j'ai l'impression. Les trois autres autour de cette table, Camille, Emma, Swing, vous êtes musiciens. Là, dans vos derniers projets, il y a pour tous des textes qui sont engagés. Toi, Camille, il y a Forte qui parle des femmes, tout simplement, qui rend hommage aux femmes qui se battent, etc. Sur les guerres. Emma, tu as Multicolore sur les LGBT. Oui. Swing, tu as Mafia sur le racisme. Voilà, je cite. Oui. Vous avez. Non, mais il y a plusieurs textes engagés sur les. Voilà, là, j'en cite un chacun parce qu'il y a 3 thèmes qui sont différents. Est-ce que vous pensez qu'on peut créer sans que ce ne soit jamais politique, ou justement pour vous c'est obligatoire qu'en fait dans des longs albums comme ça vienne moi, forcément. Je pense qu'on n'y pense pas en fait. Si tu commences à te dire j'écris comme ça, non, on est des artistes, on n'est pas des politiciens. On s'en tape, franchement, au départ c'est ça. Nous on fait parce qu'on veut fédérer quelque chose inconsciemment, mais on se dit pas quand on va. Je m'énerve ou quoi là? Qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est vrai que tu as bien raison, on veut des émotions, on veut des... Non mais c'est intéressant, pardon, mais pas du tout, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui me prend. Qu'est-ce qu'elle a? Non mais tu vois, ça m'a vraiment un truc que ça m'a en toi quoi. Non mais Forte, quand j'écris ce morceau, déjà, du coup, il a été coécrit avec Malik. Et moi, j'écris pour les femmes fortes. J'écris juste pour les femmes fortes. J'écris pas. Ce ne sont pas les femmes contre les hommes. Ce ne sont pas les femmes contre personne. C'est juste les femmes avec nous-mêmes. On s'aime, on est forte, on est grande, on est mince, on est grosse, on est noire, on est musulmane, on est juive, on est lesbienne, on est, si je peux me permettre, d'utiliser tous ces mots, parce qu'on sait plus aussi, tu vois, aujourd'hui, faire attention à tout ce qu'on dit. Mais non, mais vraiment, c'est important, c'est vraiment. Et puis le son, de toute façon, tu sens, c'est le bruit de talons, c'est vraiment flamenco, c'est très puissant et c'est très ancré. Et je veux juste, c'est une chanson pour les femmes, tout simplement. Les femmes, voilà. Tu vois. Mais je pense que toi, tu n'as pas fait exprès parce que toi, la femme que tu décris, que tu racontes dans tes chansons, c'est toi, beaucoup. Avec tout mais ce que là, j'ai vraiment, je l'ai vraiment pensé pour les femmes en général. Je m'inclus évidemment. Oui, j'en suis une, mais vraiment, je l'ai pas pensé pour moi. Donc là, c'est en mode mes sœurs, mes tantes, conscientisé. cousines, genre, je le fais pour les autres. Exactement. Ok. Maman, tu vois, les grands-mères, c'est les femmes. Tu vois. Ok, stylé. Je pense que ça dépend de ce qu'on veut dire par le mot politique, tu vois. Moi, c'est une pensée qui a vachement évolué chez moi. Maintenant, j'ai tendance à plutôt me dire que tout est politique. Alors qu'avant, j'avais tendance à me dire que rien ne l'était. Oui, bien sûr. Mais fondamentalement, je pense qu'être une femme aujourd'hui, c'est politique. Être une personne de couleur, c'est politique. Qui prend la place, ça, c'est et sûr. je pense que moi, en tout cas, je préfère me dire ça parce que ça m'aide à conscientiser qu'au jour le jour, le discours que je vais avoir, même en intimité avec mes potes, en fait, il est important. Et en fait, juste... on arrive, enfin, on est le maillon d'une grande chaîne, tu vois, où sans le savoir, en fait, on a accès à des choses parce qu'en fait, il y a des gens qui sont morts pour ça, ou qu'il y a eu vraiment des vraies batailles, tu vois, politiques qui se sont jouées. Et du coup, moi, j'aime à penser que maintenant que, en fait, tout est politique, parce que j'aime ça et que je trouve que ça influence de la bonne manière le discours que je vais avoir et la personne que je suis, quoi. Et en plus, par politique, j'entendais même plus que politicien, tout ce qui est propre à influencer la société. Et effectivement, comme tu le dis, j'imagine que chaque action et chaque personne qui de base a fait partie d'une minorité qui en fait lève la tête et dit je suis là. Tu vois, même quand tu sors le titre Ne me jugez pas il y a quelques années, en fait tu dis mais je suis une femme, vous savez pas tout ce que j'ai vécu sur X et Y truc, j'ai le droit d'être qui je suis et puis basta quoi. En fait ce son je l'ai écrit vraiment, il est sorti il y a quoi, 2 ans là? Ouais, il y a un petit temps. J'étais enceinte, ouais, c'est ça, donc 2 ans et demi. C'est un son que j'ai écrit quand j'avais genre 21 ans.
j'ai écrit, je sombrais, j'étais au bout de ma vie sur plein de choses. Et en fait, moi, comme je suis une nature qui aime toujours rire, faire rire, etc., je montrais rien. Et en fait, ça m'a pénalisée à un moment donné. Parce qu'on m'a pas pris au sérieux à plein de moments dans tout ce que je fais. Pourtant, je travaille beaucoup. Et cette chanson, elle m'a permis d'extérioriser ça en me disant, en fait, le ne me jugez pas, c'est pour tout le monde. Une femme qui est hyper belle, tu vas dire, ah là là, elle est trop belle, elle a de la chance. Tu ne connais pas sa vie. Tu sais pas si elle a des problèmes. Pour tous ceux qui ont des handicaps, je parle de. C'est pour ça que dans le clip, j'ai mis pas mal de religions, j'ai mis des femmes qui avaient des handicaps, il y avait qui avaient perdu des membres, il y avait qui avaient vécu des attouchements, et donc ça se voit pas quand tu vois la personne, tu vois. Plein de choses comme ça, et donc du coup ce clip il a vraiment touché plein de gens, enfin cette chanson, parce que Ne me jugez pas, c'est 98% de la population mondiale qui est jugée, donc c'était important de faire ce morceau, voilà. On va t'écouter d'ailleurs, Camille, nous chanter une chanson de Brel, comme justement, par hasard, tiens. Pour couronner et terminer cette émission par un beau bouquet final. Quelle chanson t'as choisi ? J'ai choisi Les Vieux Amants. Pourquoi ? Parce que j'aime les belles chansons d'amour, mais là on parle d'amant, donc c'est différent, mais c'est de l'amour quand même. Oui. Et je trouve que c'est tellement bien raconté que t'as envie pour le coup d'être maîtresse quand tu l'écoutes. Mais après non, parce que moi je suis quelqu'un de très fidèle. Non mais très trop. Eh bien, on t'écoute tout de suite, Camille Lelouch sur Move, la chanson des Vieux Amants. Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon doux, mon tendre, mon
bien, écoutez, il est temps de se dire au revoir. On a commencé cette émission sur les vœux de Brel pour l'année 68, les vœux qu'il faisait aux gens en leur disant en gros, vas-y, vis, c'est maintenant. Quels seraient vous les vœux que vous adresseriez à nos auditeurs pour 2025 ? Je vous laisse quelques secondes chacun. Allez-y, Camille, on commence par toi. Moi, je vous souhaite beaucoup d'amour, de bienveillance et de santé, et qu'on fasse en sorte de tous se rassembler et que toutes ces guerres et toutes ces histoires, on n'en peut plus, cessent. Voilà, je leur dirais ça. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, que ce soit sur les réseaux, dans les bacs, en concert ? Dis-nous tout. Là, concert, pas encore, mais l'album est sorti il y a 3 jours. Je sais pas s'il y a 3 jours, le 6, je sais pas compter. Donc, évidemment, sur toutes les plateformes, sur les réseaux, dans mon quotidien de temps en temps. Et puis, au cinéma, le 25 décembre, je suis dans un film aussi qui s'appelle Les Cadeaux, c'est un film choral. Et l'année prochaine, il y a encore d'autres trucs en cours, mais tant que c'est en cours, on va les laisser en cours. Eh bien, merci beaucoup, Camille, d'être venue. Cyril, quel serait ton vœu aux auditeurs pour l'année 2025 ? Moi, je vous souhaite de faire ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de vous lever le matin, d'être. C'était mon idée. C'était Brel qui disait à ses filles si vous voulez être balayeuse, soyez des grandes balayeuses. Donc, je le dis à ma fille, ça. Voilà. Pas balayeuse, mais je dis tu vas être plombier. Voilà, une grande plombière. Voilà, exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Cyril ? Peut-être dans les librairies, dans les cinémas, dans les bacs, partout. En librairie, effectivement, il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle La route sans fin, au Castor Astral, qui est un livre de poèmes. Et tous les mercredis à 14h45 sur France Inter, dans La Terre au carré. Et bientôt au cinéma, à la télé, tout ça est en écriture. Yeah. Eh bien, merci beaucoup, Cyril, pour ta venue entre tout ça. Swing, qu'est-ce que tu souhaiterais aux auditeurs pour 2025 ? Alors, je vous souhaite l'amour, la santé, bien sûr. Et puis, je vous souhaite d'être vous et que ça suffise. C'est beau. Voilà. Merci beaucoup, Swing. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Elle est dégoûtée en mode le dernier et tout. Pardon. Alors là, moi, ça fait 1 an que j'ai sorti mon dernier album et là, j'arrive, je travaille là sur la suite et ça va être là pour le début de l'année. Donc voilà. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Swing, pour ta venue. Et enfin, Emma, Peter, ça ferait que tout était dit. On revient à la question du début. Comment dire des belles choses quand toutes les belles choses ont déjà été dites ? Voilà, mais tu vas y arriver, je pense. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux auditeurs pour 2025 ? Je vous souhaite la santé. Je vous souhaite d'être entouré des gens que vous aimez. Et je vous souhaite d'être heureux, de ne pas trop faire attention à ce que les gens peuvent dire. Ne vous jugez pas. Comme a dit Camille Lelouch. Très bien, très bien. Et faites ce qui vous plaît à vous, parce que je pense que c'est communicatif. Si ça vous plaît à vous, ça plaira aux autres. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Emma ? Alors, mon deuxième album, qui s'appelle Tout de suite, est sorti il y a quelques mois. On peut me retrouver en tournée un peu partout, à Bruxelles notamment, la ville de Jacques Brel, à Lille, un peu partout en France. Tu fais quelle salle à BX, du coup ? Je fais l'AB, l'ancienne Belgique. L'ancienne Belgique, plus belle salle... Ouais, c'est un peu l'Olympia de là-bas, quoi. Ouais. Voilà, à Lille, dans le sud, dans le nord, dans le centre, des festivals aussi cet été. Et puis je serai à la salle Playel le 14 novembre 2025 à Paris. Et je sors une nouvelle chanson le 10 janvier. Très bientôt donc. Eh bien, merci beaucoup Emma, merci beaucoup à tous les 4. Je rends l'antenne un petit peu en retard, mais la discussion était très belle. Donc vous ne m'en voudrez pas, vous pouvez bien sûr la réécouter en replay sur l'application et le site Radio France et toutes vos plateformes habituelles et également sur YouTube si vous voulez nous voir. Voilà, merci beaucoup, à jeudi prochain, c'est Tout Musique après moi, salut.